Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, 22h34 sur Europe 1, c'est l'heure de notre rendez-vous. Merci d'y être fidèle. Vous avez carte blanche au 3921 pour vous exprimer en toute liberté et partager avec nous des moments heureux ou douloureux de votre vie. La ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin. Amandine et Paul sont là, bien sûr, pour vous accueillir sous l'œil attentif de Philippe Chartier, qui est là, bien présent et qui pourtant a travaillé toute la nuit pour rendre hommage à Johnny. Vous pouvez nous joindre, bien sûr, au 3921, mais aussi par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook. Et vos messages affluent de toutes parts ce soir pour rendre hommage à Johnny, pour dire votre chagrin. On voit à travers vos messages que beaucoup d'entre vous ont le sentiment d'avoir perdu un proche. Ces chansons faisaient partie de notre vie. Vous aimiez peut-être aussi l'homme avec ses excès, ses fragilités. Si vous voulez en parler, nous faire part de votre émotion, eh bien, l'antenne d'Europe 1 est ouverte, bien sûr, 39 21. On est là pour vous écouter en direct jusqu'à 1h du matin. Europe 1. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je suis émue pour Johnny Hallyday parce que en 1982, j'étais à la fac. Oui. Et j'étais dans un salon du Crous et derrière mon poste de TV, je regardais un concert de Johnny Hallyday et je l'ai toujours aimé. Voilà, je voulais vous dire. Dès le début, il a toujours fait partie de votre vie, il vous a toujours accompagné. Quand je suis née, il avait 20 ans. Oui. Et puis, chez mes parents, il y avait de ses disques. Et depuis le début, je l'aime, quoi. Il a traversé toutes les époques, toutes les générations, hein, c'est vrai, en s'entourant de grands paroliers. C'était quoi votre chanson préférée, vous, de Johnny ? Sahara, Oh ma jolie Sahara. J'aime aussi, Diego. J'aime aussi une autre, mais je me rappelle plus le titre. Enfin, j'en aime beaucoup, quoi. Oui, oui. Mais la période que je préfère, c'est les années 80. C'est là où il a eu les textes écrits par Michel Berger, non ? Voilà. Notamment. Et j'aime aussi Requiem pour un fou, celle-là, je l'adore. Ah oui, avec Lara Fabian. Voilà, il a chanté en duo avec Lara Fabian. Ah oui, d'accord, ouais. D'ailleurs, j'ai tweeté ce lien sur mon réseau, quoi. D'accord. Je vois, oui, beaucoup de messages qui arrivent vraiment, qui veulent lui rendre hommage. Il y a quelqu'un qui dit, moi, ce que m'inspire Johnny, c'est qu'il faut vivre tout le temps notre vie à fond. Et c'est vrai que lui, il s'est pas ménagé. Il a vécu pleinement. En fait, cette nuit, après avoir téléphoné, mis un message sur la libre antenne, oui. J'arrivais pas à dormir. Écoutez, j'arrivais pas à dormir du tout. Puis en fait, j'ai dit, comme j'arrive pas à dormir, je vais allumer la télé. Et en fait, quand j'ai allumé la télé, j'ai eu cette nouvelle. Et Caroline, j'ai eu une émotion incroyable qui m'a traversée, quoi. J'ai pleuré. C'était comme quelqu'un de ma famille, vraiment. Oui, mais je vois à travers vos messages que vraiment pour beaucoup d'entre vous, vous avez le sentiment de perdre vraiment quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille. C'est vrai, ça ressort beaucoup dans les messages que je reçois. Je ressens comme un océan d'émotions, en lien avec tout le monde, quoi. Ben, c'est partagé, hein. Je crois que vraiment il y a quelque chose de national. On le voit bien à travers toutes les réactions de tristesse qui affluent vraiment de toutes parts. Aussi bien des personnalités, bien sûr, des hommes politiques, mais aussi beaucoup de gens qui l'aimaient, comme vous. Très satisfaite des médias ce soir parce que vraiment c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils nous livrent dans tous les médias. C'est vraiment bien fait. On nous livre vraiment des témoignages très bien sur sa vie, sur toutes ses chansons. On est inondé de musique et j'adore ça. Ben vous allez en avoir aussi là tout au long de l'émission. On va vous passer vraiment des chansons de Johnny, voilà pour lui rendre hommage.
C'est vraiment très Je ne sais pas s'il y aura un Requiem pour un fou. Je vois qu'il y a déjà quelque chose de Tennessee. Je te promets. Enfin, bon. Et puis vous verrez un peu la suite. Donc vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit, Mathilde? En fait, j'ai pas dormi du tout parce que une fois que j'ai appris cette nouvelle, j'ai voulu tout de suite aller chez mon ami parce que j'ai pleuré. Et mon ami, qui n'était pas spécialement attiré immédiatement par Johnny Hallyday, s'est mis à pleurer aussi. Elle était réveillée ou vous l'avez réveillée pour lui annoncer ça? Je suis allée chez lui parce que j'avais ses clés. Ah d'accord, c'est votre ami, d'accord. Voilà, et puis en fait, je suis entrée doucement chez lui et en fait, quand je l'ai rejoint, il m'a vu pleurer et j'ai dit Johnny Hallyday est mort. Il me dit c'est pas vrai, Johnny Hallyday est mort. Et puis en fait, j'ai dit tu sais, c'est tout un pan de ma jeunesse qui s'en va. Enfin, qui s'en va pas vraiment puisqu'on aura toujours ses musiques. Mais j'ai dit tu sais, c'est quelque chose de troublant pour moi parce que ça me remet dans des époques vraiment, je les vois traverser quoi devant moi. Et puis en fait, il a compris ma peine et la peine immense que tout le monde partage. Et il a pleuré avec moi alors qu'il regardait pas spécialement des concerts de Johnny Hallyday, quoi. Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas ce soir. Alors évidemment, il y a tous ceux qui étaient fans, qui aimaient l'artiste, mais comme vous dites, c'est quelqu'un qui fait partie de notre vie, enfin, qui a traversé les générations, qui est associé à beaucoup de moments. Tellement bienveillant et tellement gentil. Il paraît que c'était quelqu'un d'assez simple finalement et d'assez pudique. C'est ce que moi aussi j'ai vu à travers les reportages, ce qu'on disait de lui aujourd'hui. Oui, quelqu'un de sensible et pudique. Voilà. Et vraiment, depuis mon enfance, en fait, il n'y a rien qui a changé dans l'intuition que j'avais par rapport à Johnny Hallyday. J'ai toujours eu une grande confiance en lui. J'ai jamais pensé qu'il nous mentait quelque part. Oui. Dans ses concerts, dans ses chansons. Oui. Il parlait peu, hein. C'est vrai que c'était quelqu'un qui parlait peu et qui était plutôt réservé. Il parlait beaucoup dans ses chansons, dans sa voix. Oui. Ça parle beaucoup aux gens. Alors bien sûr, il y a les détracteurs, ceux qui ne l'aimaient pas du tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, même ceux-là, ils sont touchés. Je pense. Oui, je pense comme vous. Je pense que tout le monde ressent un peu une certaine tristesse. Mais Mathilde, au départ, vous évidemment, cette nouvelle vous fait réagir, vous nous faites part de votre émotion, mais vous vouliez aussi nous parler de quelque chose de plus personnel. Alors, je ne sais pas si vous envisagez de le faire ou finalement vous êtes trop prise. Non, je peux parce que, je peux vous en parler parce qu'en fait, hier, j'ai laissé un message sur votre répondeur. D'accord, oui. Pour un sujet particulier, mais qui concerne quand même beaucoup de personnes. Il s'agit du thème de la mythomanie. Oui. Voilà, parce que, écoutez, figurez-vous que je me suis aperçue que la jeune fille qui partage la vie avec mon fils, qui a 24 ans, oui. Me racontait des mensonges et avec des détails rocambolesques. Ah bon? Et oui. Et en fait, je m'en suis aperçue... oui, j'allais vous demander de quelle façon. Il n'y a pas longtemps, en fait, que je m'en suis rendu compte, il y a à peu près un mois. Et en fait, elle m'avait raconté une histoire qui... on ne met pas en doute, en général, les personnes quand elles nous disent une chose pareille. Elle m'avait raconté qu'elle avait un frère qui s'était suicidé. Oui. Et puis, donc, c'est lourd, hein, comme... oui, comme vous dites, en général, il n'y a aucune raison de remettre en question et puis, si bien telle confidence. Elle le racontait à beaucoup de gens, donc bien sûr, sauf aux gens de sa famille. Et puis, en fait, quand elle a connu mon fils, donc il y a 5 ans maintenant, mon fils a 24 ans, quand elle l'a connu, elle lui a dit pareil, j'ai un frère qui s'est suicidé. Et puis d'ailleurs, mon fils, quand il m'a parlé de sa copine, il m'a dit, ma copine, elle a un frère et une sœur. Et son frère s'est suicidé. Et puis donc, moi, j'étais sûre que cette histoire était vraie, quoi. Parce que sur un voyage où on avait parcouru 200 kilomètres, elle m'avait donné vraiment des détails. Et j'ai dit,
est-ce que c'est toi qui as retrouvé le corps? Elle m'a dit oui, donc elle m'a donné des détails et tout. Et c'était tellement affiné dans les détails que moi, je remettais pas du tout en cause l'histoire, quoi. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que mon fils traverse en ce moment une période de dépression. Oui. Il a le même âge que cette jeune femme? Il a 24 ans aussi. Peut-être 6 mois d'écart, vous voyez. D'accord, oui. Quelque chose près. Et puis, comme mon fils est dépressif en ce moment et même un peu suicidaire, j'ai fait des démarches pour l'aider. Alors, j'ai téléphoné à son psychologue du travail pour voir comment je pouvais aider mon fils. Parce que je sens que, si vous voulez, c'est tendu, quoi. Il travaille toujours, malgré tout? Il est en arrêt maladie parce qu'il était surveillant de prison. Ah oui, ouais. Et il est tombé en dépression à cause du travail, quoi. Et puis, en fait, moi, je sens dans les propos et dans l'attention qu'il pourrait faire un passage à l'acte. Donc, moi, j'ai interpellé plusieurs personnes du milieu social et médical. Vous avez bien fait, oui. Voilà, pour voir comment je pouvais aider mon fils, parce que je sens que c'est vraiment limite, quoi. Et puis, en fait, je suis tombée sur quelqu'un, parce qu'il a le même médecin généraliste que sa copine. Puis, j'ai appelé son médecin et je lui ai dit, écoutez, je suis vraiment en souci, j'ai peur que mon fils fasse un passage à l'acte. Et j'ai dit à ce médecin, j'ai d'autant plus peur que sa copine, déjà, son frère s'est suicidé. Alors j'ai sorti ça comme ça, vous voyez. Et puis là, il me dit, sa copine, je la connais, elle n'a pas de frère, il n'y a jamais eu de garçon dans la famille. Il m'a dit ça tout naturellement. Ah oui, c'est comme ça que vous l'avez appris, oh là là. Ouais. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Et donc, je le sais de source sûre, parce que cette personne... Oui, elle est fiable. Le médecin n'a aucune raison de vous mentir, connaît la famille de cette jeune femme et donc peut vous dire qu'il n'y a jamais eu de frère. Et moi, j'ai même insisté. J'ai dit, si, docteur, ils vous l'ont sûrement jamais dit, mais il y a un garçon... Mais vous avez dû tomber des nues, vous. Ah oui, je suis... là, ça m'a mis un moment d'arrêt, quoi. Oui, mais il y a de quoi. Et puis, en fait, après avoir raccroché avec ce médecin... je me suis dit, j'ai dû en parler à mon ami, quoi, à mon petit ami. J'ai dit, c'est terrible pour moi, c'est incroyable, quoi. Et en fait, j'ai téléphoné à cette fille et je lui ai dit, mais pourquoi tu me mens sur une histoire pareille? Et j'ai dit, pourquoi tu m'inventes? Ah oui, vous l'avez mise devant ça. Et comment elle a réagi? Et là, pendant de longues minutes, elle m'a soutenue que jamais elle inventerait une histoire pareille. Enfin, elle a soutenu vraiment profondément le mensonge. Et quand j'ai dit, mais je sais que tu inventes, maintenant je le sais de source sûre. Elle me dit, ah oui, comment vous le savez? Si c'est sur Facebook, ma famille m'aurait parlé de votre contact. Et en fait, moi j'ai dit, je le sais de source sûre, mais je ne te dirai pas comment je le sais. Et puis en fait, au bout de plusieurs minutes, elle m'a dit, oui, bon, d'accord, c'était peut-être pas un frère de sang, mais c'était un frère de cœur. Mais j'ai dit, mais tu te rends compte, quand même, c'est une énorme différence, quand même, entre un frère et un ami, quoi. Puis alors, elle a enchaîné sur un autre mensonge, en fait. Elle m'a dit, oui, mais dans ma famille, j'ai vécu un gros drame. Et en fait, elle a apparemment jamais vécu de drame. Mon fils ne m'a jamais parlé de drame dans sa famille, quoi. Donc, elle a enchaîné sur un drame, un soi-disant drame, qu'elle n'a pas pu me décrire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que psychologue, Caroline? J'en pense que, si vous voulez, si on est vraiment dans un cas de mythomanie, c'est très différent du mensonge. Parce que, si vous voulez, contrairement au menteur qui ment parce que ça l'arrange ou ça l'amuse ou bon. Le mythomane, lui, mentir, ça devient vraiment une nécessité. Il a besoin d'inventer une autre réalité. On peut considérer que c'est une maladie alors, hein? Alors maladie, je dirais, il y a quand même quelque chose d'un trait un peu pathologique.
oui, dans ça. Ça peut mener assez loin parce que malheureusement, si vous voulez, il y a parfois des mythomanies un peu perverses où dans ces cas-là, la fabulation est mise au service de l'escroquerie. Et c'est uniquement dans ce cas-là où, si vous voulez, ils cherchent à tromper. Les autres, c'est vraiment un fonctionnement psychique, je dirais, très particulier, qui fait que la personne est mythomane, elle est comme clivée, c'est-à-dire coupée en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle qui sait que ce qu'elle dit n'est pas vrai, mais il y a une autre partie qui a besoin d'y croire et qui y croit. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les croit assez facilement parce que d'une certaine façon, il y a une part d'eux qui sont convaincus qu'ils disent la vérité. D'accord. Oui, parce qu'elle avait une grande assurance pour me dire les choses. Oui, ça m'étonne pas. Une très grande assurance. Tellement une telle assise que, si vous voulez, j'ai jamais douté, quoi, jusque-là. Alors, j'en ai parlé, moi j'ai un thérapeute parce que je fais une psychothérapie depuis pas mal d'années. Oui. Pour des angoisses, en fait, genre attaque panique, vous voyez. Et en fait, j'ai parlé de cette histoire à mon thérapeute et il m'a dit que c'était plus fort que la névrose, c'était presque de la psychose, c'est ça? C'est entre les deux, on va dire. Je vais vous faire une réponse de Normand. Mais ces gens, est-ce qu'ils consultent des fois? C'est compliqué parce que si vous voulez, leur fonctionnement leur permet d'échapper un peu à la réalité. Ça ne veut pas dire qu'ils délirent, hein, loin de là. Ils sont toujours dans la réalité. Mais ils consultent, on voit rarement. Hein. Je crois que les psys voient rarement des mythomanes parce que en thérapie, on va pour parler de soi normalement avec parler de sa vérité, avec sincérité. Oui. Donc parfois ils peuvent être amenés. Ce que les psys peuvent rencontrer, c'est ceux, je vous dis, qui ont tendance la tendance à la fabulation est mise au service de l'escroquerie. Ah d'accord, parce qu'en fait là aussi ce qui me posait question... Donc parfois la justice leur demande, parce que la justice reconnaît, pardonnez-moi je dis juste, la justice reconnaît qu'ils ont quand même ce fonctionnement psychologique là, et donc il peut y avoir une injonction de soins. Mais bon. D'accord. Parce que ce qui me posait problème, c'est qu'en fait, elle emmène mon fils dans des échecs continuels, quoi. Alors c'est embêtant, oui, c'est ça, parce que j'allais vous parler de votre fils. Oui, quel genre d'échec? C'est-à-dire que par exemple là, elle veut qu'il rédige sa lettre de démission. Alors que mon fils fait sa lettre de démission, il perd droit au chômage, il perd tous ses droits en fait. Bien sûr, oh là là, oui. Et en fait, j'ai l'impression que, en fait, elle aime se présenter en grande sauveuse, vous voyez ce que je veux dire? Mais oui. Elle l'emmène dans des échecs et puis après, elle le secoue. Vous voyez ce que je veux dire? Le pompier pyromane un peu. Oui, tout à fait. Et ça m'ennuie beaucoup parce que, comment dire, je vois mon fils aller d'échec en échec et je sais pas comment faire. Et son frère, j'ai un autre garçon, il a un frère et il dit la même chose que moi. Il voit qu'il va d'échec en échec avec cette fille, quoi. C'est bizarre parce qu'avant il avait une autre copine, il est resté à peu près 2 ans avec elle. Il n'y avait pas ce contexte-là. Mais votre fils, il est suivi actuellement sur le plan psychologique? C'est pareil, c'est elle qui l'emmène en voiture chez le psychothérapeute. Oui, mais peu importe si elle l'amène, mais elle ne rentre pas avec lui dans le cabinet. Ah, je ne sais pas, ça, j'arrive pas à savoir. Et est-ce que votre fils est au courant de cette histoire, par exemple de frère, de suicide? Parce que si lui est en dépression et qu'il a des idées suicidaires et qu'elle lui raconte ça, enfin... oui, c'est très embêtant. Alors justement, j'ai dit à mon fils, quand je l'ai eu au téléphone après, je lui ai dit, mais pourquoi aussi, toi, tu m'as dit qu'elle avait un frère qui s'est suicidé? Il m'a dit, figure-toi que je ne savais pas que c'était pas son frère. Il l'a appris en même temps que moi. Je crois qu'en tant que mère, vous pouvez quand même lui dire, d'autant plus que votre fils est très jeune, il a 24 ans, il s'agit pas de, d'accabler cette jeune femme, parce qu'il risque de mal le prendre, ça peut se retourner contre vous, après il va plus rien vouloir entendre de vous, mais de lui dire, écoute, visiblement quand même elle est assez fragile, et elle te conseille pas, elle est pas forcément de bons conseils. Cette histoire de démission, en l'occurrence, c'est n'importe quoi là.
Pour le moment, il est en arrêt maladie, il est protégé et il faut qu'il sorte de cette dépression. Et puis peut-être, si c'est son métier qui l'a conduit à ça, il faut peut-être qu'il change de métier, enfin qu'il se reconvertisse. Voilà, le milieu pénitentiaire n'est peut-être pas fait pour lui, c'est peut-être trop anxiogène. C'est elle qui l'a emmené dans ce milieu, c'est pareil, c'est elle qui a voulu qu'il passe le concours, il a réussi le concours. Oui, elle le mène par le bout du nez, là. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Eh ben, elle a fait des études de langue. D'accord. De langues étrangères, plusieurs langues étrangères. Et en fait, elle fait du travail aide à domicile en ce moment avec des personnes âgées. Donc ça me pose question aussi, moi, avec des personnes fragiles. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est un peu problématique, oui. Ouais, ça pose Parce question. qu'elle peut aussi se faire passer comme ça pour quelqu'un qui vit des drames, des choses terribles, les attendrir. Voilà. Et puis, oui. Elle vient d'un milieu aisé, hein, ses parents sont très aisés, ce qui n'est pas le cas de mon fils. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire, Caroline ? Oui, alors, donc elle l'a conduit à faire ce concours, et mon fils a dû mentir lors de l'entretien. Vous savez, quand on veut être surveillant de prison, il y a un entretien psychologique. J'imagine, oui. Et il a dû mentir, en fait, lors de l'entretien. À quel sujet, à quel propos ? Eh ben, vous savez, il pose des questions... un peu sur le profil, enfin psychologique, voir si c'est quelqu'un qui peut tenir aussi dans ce milieu quand même et moi, depuis très le début, fermé. Oui. Je sais, depuis le début, je sais que mon fils ne pouvait pas tenir dans ce milieu-là. Et alors il a menti sur quoi ? Il a menti sur sa fragilité, quoi. Quand ils ont posé des questions, comment vous sentez-vous, tout ça, est-ce que vous êtes sûr de vous ? Il a menti, il n'était pas sûr de lui du tout, quoi. Et donc il a menti pour réussir le concours. Il l'a réussi. Il a réussi, bon. À Agen, c'était très dur. Hein. Il fallait cohabiter à deux dans 9 mètres carrés. Enfin, c'était très dur. Il a réussi le concours. Et puis maintenant, elle veut le conduire à la démission. Vous voyez comme c'est ? Oui, c'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il en dit ? Est-ce qu'il est un peu conscient de ça ? Ou est-ce qu'il est très très influençable ? Il est très peu confiant. Il a très peu de confiance en lui. Et ils se sont connus, en fait, connus dans un McDonald's. Vous savez, ils travaillaient les deux dans un McDonald's. Et elle faisait des études, du travail pendant ses études pour payer un peu ses études. Et c'est une fille qui est très, comment je pourrais vous dire, elle est très endurante au niveau emploi. Elle supporte des cadences incroyables. Mais alors là, votre fils, il se confie à vous un peu ? Il vous dit finalement, je me rends compte, j'ai fait une erreur, c'est pas un milieu pour moi ? Oui, voilà, il le dit ça maintenant, oui. C'est peut-être là où vous pouvez lui dire, tu as voulu faire ça pour lui, pour faire plaisir, mais il faut que tu penses vraiment à toi et que tu fasses des choix en fonction de toi aujourd'hui. En disant, tu te laisses un peu trop influencer. Le souci, c'est que Caroline, quand j'ai ce type de propos, c'est que il dit toujours, de toute façon, j'ai ma vie, il faudrait que je la recommence. Il a un discours pessimiste, très pessimiste. Est-ce qu'il est aidé ? C'est ça que j'ai pas compris, parce que donc il a son médecin traitant, mais est-ce qu'il est suivi ? Est-ce qu'il a un traitement ? Il va dans un CMP. Il voit un psychiatre apparemment. Tous les combien ? Oh, il doit y aller une fois par mois, je crois. C'est pas assez en ce moment. Pas assez. S'il est vraiment comme ça, très déprimé et avec des idées assez sombres, c'est pas assez. Mais malheureusement, c'est le problème des CMP, il manque de psychiatres et donc le psychiatre, on peut pas le voir comme ça, c'est des infirmiers psy qui prennent le relais. Il faudrait peut-être quand même, est-ce que vous pourriez pas, bon, on va marquer une petite pause là, avant les informations, merci, et Caroline. je pense à quelque chose, je vais vous en parler après les infos, hein. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Nous sommes ensemble et en direct, comme tous les soirs, jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte au 39 21 et je vous invite à composer ce numéro pour partager avec nous ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Vous pouvez également réagir, que ce soit par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook de l'émission.
Mathilde, vous êtes là? Bon. Comme vous me dites que votre fils est suivi actuellement dans un CMP à raison d'une fois par mois par un psychiatre, moi, je pense que vous pourriez passer un petit coup de fil en demandant à parler donc au psychiatre qui suit votre fils. Je peux me permettre ça? Oui. D'accord. Oui. J'espère. Oui, je pense que certains sont tout à fait, accessibles à ça. J'allais dire même, ce qui serait bien, c'est de le rencontrer, mais le problème, vous pouvez toujours, vous verrez. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a un gros problème dans les CMP, manque de moyens. Il y a souvent qu'un psychiatre et qui n'est pas là tout le temps parce qu'il est sur plusieurs centres et donc les rendez-vous, c'est compliqué d'en avoir régulièrement. Donc, vous pouvez néanmoins le contacter en expliquant au secrétariat que vous avez un fils qui est suivi et que vous êtes actuellement très préoccupé parce que votre fils a des idées très sombres. D'accord. Vous voyez, parce que c'est quand même une information capitale, je dirais, à lui donner. Peut-être que votre fils en a parlé dans ses séances, mais peut-être pas. En un mois, il peut se passer beaucoup de choses. Donc ça serait quand même important de lui faire part de vos préoccupations, des pensées qu'exprime votre fils, parce que à ce moment-là, lui, s'il ne peut pas le suivre plus qu'une fois par mois, il peut en revanche conseiller un psychiatre en ville. Parce que là, ça me paraît nécessaire, vu ce que vous me décrivez de votre fils, et ça sera l'occasion de dire aussi à ce psychiatre que ce qui vous préoccupe, outre les pensées assez sombres de votre fils, c'est le fait qu'il vit avec une jeune femme, vous pouvez dire, qui vous paraît très fragile, qui est très fragile, vous pouvez dire, parce que qui finalement ment. Et notamment expliquer en disant qu'elle s'est inventé un frère qui se serait suicidé et qui n'existe pas, et que vous l'avez su par le médecin traitant. Donc dans ce contexte-là, si vous voulez, l'influence de cette jeune femme vous préoccupe beaucoup. C'est important qu'il ait ces informations. Et peut-être d'ailleurs, au vu de ça, s'il peut, je pense, il pourra lui proposer un rendez-vous plus souvent, un suivi plus régulier. S'il ne le peut pas, il est toujours possible d'orienter vers un psychiatre en ville. Parce que le souci du psychiatre en ville, j'y ai pensé aussi, Caroline, mais c'est que mon fils, pareil, il est dans les dettes et il a plus assez d'argent pour aller voir un médecin en ville. Il est dans les dettes? Pourquoi il est dans les dettes à ce point-là? Parce qu'en fait, elle le conduit à des achats. Et du coup, il déborde dans ses comptes. Il est toujours dans le rouge et il a jamais de sous devant lui. Mais vous pouvez lui dire qu'un psychiatre, justement, peut lui faire une feuille d'assurance maladie. Voilà, donc il est remboursé dans ces cas-là. Oui. D'accord. Oui. Alors, vous verrez ce que va vous dire le psychiatre du CMP. Mais il me paraît important de l'appeler. D'accord. Et vraiment en disant, même si au secrétariat on fait un peu barrage, en disant écoutez, il est très occupé, ce qui est vraisemblablement le cas, mais il peut entre deux consultations, il peut peut-être vous dire rappeler à ce moment-là à telle heure, entre deux rendez-vous, et en lui, vous dites bien d'emblée, vous parlez pas de la mythomanie de sa compagne au secrétariat, vous dites que donc vous êtes la maman d'un jeune homme qui est suivi dans le centre et que vous êtes actuellement très préoccupée parce que vous trouvez que son état se détériore et qu'il a des idées assez sombres, assez suicidaires. Voilà, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que on va tout droit vers un chemin du suicide, quoi. Bah, j'espère pas. Non. Non, mais je veux dire dans le processus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, il est dans les dettes, il veut démissionner. Ça fait beaucoup de choses qui sont compliquées. Oui, et on a l'impression qu'il veut tout envoyer balader parce qu'il sait plus comment s'en sortir. Voilà. Et qu'il est malheureusement un peu sous l'influence de cette jeune femme qui, elle-même étant très fragile, lui fait faire un peu n'importe quoi. Voilà, d'accord. Donc c'est important de le rassurer. Déjà vous, en tant que maman, vous pouvez le rassurer et lui dire écoute, quand il vous dit qu'il veut refaire sa vie, elle commence. Il a 24 ans. Donc sa vie, il est en train de la construire. Et que des problèmes d'argent, on s'en sort toujours. Oui, qu'on se met pas en l'air pour ça. Que le boulot, ça peut arriver. Il a essayé, bravo, il a réussi son concours. Mais il se rend compte que c'est un milieu qui n'est pas fait pour lui. C'est pas grave. Il existe d'autres possibilités, il pourra passer d'autres concours, mais en tout cas ne pas rester dans un milieu qui le bouffe, qui le détruit.
Et quant à cette jeune femme, ça sera plus compliqué parce qu'il est très attaché, mais en disant attention parce que comme tu es perdue actuellement, elle-même étant très fragile, elle n'est pas toujours forcément de bons conseils pour toi. Vous pouvez lui dire quand même. D'accord, j'essaie. Et c'est important, quand vous aurez le psychiatre en ligne, de bien lui décrire le contexte. Alors, Problème de dette, problème assez synthétique, parce qu'il va pas forcément, enfin, tant mieux s'il a le temps, mais avoir une demi-heure à vous consacrer, peut-être, j'espère pour vous, mais enfin, ça m'étonnerait. Donc, vous avez appelé là le week-end ? J'ai appelé son père pour savoir ce qu'il en pensait d'une telle démission. Et lui aussi, il trouve que c'est pas une bonne solution. Bon, alors il faut faire bloc autour de lui en disant écoute, non. Mais pour le moment, il se sent tellement mal qu'il voit cette seule issue en disant j'en peux plus de ce boulot, il faut que je démissionne. Donc pour le moment, il est en arrêt maladie, il est protégé. D'accord. Si vraiment, au pire, je vais dire, au pire, si vraiment il est très mal et que ça l'angoisse tellement de reprendre, il vaut mieux qu'il démissionne plutôt que de se ficher en l'air, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Donc et c'est ce qu'il faut aussi lui dire écoute, on entend bien que tu n'es pas bien, que ce boulot, cet univers carcéral est trop oppressant pour toi, trop anxiogène, et c'est pas grave, c'est important que tu t'en rendes compte finalement très vite. Tu n'as que 24 ans, il y a plein d'autres possibilités pour toi, donc tu vas pas te rendre malade pour un boulot. D'accord. Le rassurer en disant bien sûr qu'à ce moment-là tu peux le quitter. Nous, ce qui compte c'est toi, c'est que tu te sentes mieux, et le boulot il faut pas se ficher en l'air pour un travail quel qu'il soit, et qu'il est bien sûr possible d'en changer. Vous voyez, rassurez-le aussi là-dessus. Sur ces histoires d'argent, dire écoute, ça va se régler. Vous pouvez même lui dire, je sais pas, on est là pour toi, ton père et moi. Tu sais que tu peux compter sur nous. Vous voyez un peu le problème, c'est qu'il me doit déjà beaucoup d'argent. Il me doit déjà 3 000 €. Alors, comme il me doit de l'argent, je peux pas trop ouvrir non plus grand parce que. Non, mais dites-lui en tout cas que moralement vous êtes là pour lui. Qu'il s'appuie sur vous et qu'il prenne pas juste conseil, voyez, sur cette jeune femme qui pour le moment décide un peu pour lui parce qu'il est perdu. D'accord. Et en disant, écoute, prends d'autres conseils, en lui disant la priorité, c'est que tu ailles mieux, c'est que tu retrouves le moral et tu vas rester en arrêt maladie le temps qu'il faut. Et après on verra. Et lui dire, après tout, si tu dois démissionner, pourquoi pas ? Mais pour le moment, tu es en arrêt maladie. Donc tu en parleras avec ton psychiatre, tu verras, et si tu ne veux pas retourner dans ce boulot, tu n'y retourneras pas. Si c'est pour te rendre malade, c'est pas la peine. Voilà ce qu'il faut lui dire pour le rassurer. D'accord. Et gagner du temps. Parce qu'il va aller mieux, il va en sortir, il faut donner un peu de temps et le rassurer, vous montrer rassurante sur l'avenir en disant que vraiment, c'est ce que dit quelqu'un, il est jeune, tous les espoirs sont permis, sa vie qu'il veut refaire, elle est devant lui. Alors on peut faire des choix, se tromper et commencer autre chose. Enfin, voyez. D'accord. Donc soyez confiante par rapport à ça et n'ayez pas en tête qu'il y a quelque chose d'inéluctable qui se met en place. Quand je l'ai vu au téléphone, j'ai dit mais si tu démissionnes, tu n'auras le droit à rien et qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, mais pour le moment, il peut pas entendre ce discours-là parce qu'il est tellement mal. Il est tellement angoissé. Je comprends, c'est un discours de parents, vous restez très pragmatique, mais lui, il est mal, il se sent cerné de tous côtés, il veut plus retourner dans l'univers carcéral. Surveillant, c'est vrai que c'est un métier compliqué, difficile, c'est pas fait pour lui. Ça peut arriver, ça. On peut commencer un boulot, une formation, puis se rendre compte que non, ça nous convient pas. C'est pas grave, on peut changer. Mais dites-lui surtout que ça va s'arranger, quoi. Et que évidemment, qu'il envoie pas sa lettre là du jour au lendemain. Il réfléchit un petit peu, voir ce qu'il peut faire, mais tant qu'il est en arrêt maladie, de toute façon, il est protégé et qu'il en parle avec son psychiatre. Mais appelez, en revanche, faites part de votre préoccupation vraiment au médecin qui le suit, D'accord ? Parce qu'une fois par mois, là, c'est pas, vu ce que vous me décrivez, ce contexte, c'est pas assez. Il faut qu'il soit suivi de façon plus régulière. D'accord. D'accord ? Par exemple, tous les 15 jours, ça irait ? Même toutes les semaines, là. Ah oui, d'accord. Écoutez, je vais faire ça, Caroline. Oui, toutes les semaines, ça me paraît important. Oui. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Mathilde, de votre confiance. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Au revoir. Merci, au revoir. La libre antenne, la nuit, sur Europe 1. Europe 1.
Eh bien voilà, grâce à Sergio, je sais maintenant qui est Monique. Il me dit Monique, c'est une membre de notre groupe Facebook, adorable, et je pense que c'est Cathy de Lyon, la dédicace. Bonsoir Tania. Bonsoir. Alors, je vous écoute. Alors, j'ai eu la pub, j'ai eu les chansons, j'ai toute la idée, c'est pas trop mon top, toute la idée. Bon, je sais qu'il est décédé, mais à la rigueur, je m'en fous. Mais bon, c'est sympathique. Quand même. C'est pas sympathique, en tout cas pour ceux qui... Je suis là pour parler de moi et de mon fils Kevin. Bon, il y a une période, ça allait mieux, ça allait bien. Et là, maintenant, c'est en train de décoller, de railler à plein pot. Parce que bon, j'ai mon fils Kevin qui a 16 ans, qui a 16 ans au mois d'octobre. Et là, il est en train de dérailler à plein pot. C'est-à-dire, il me dit, maman, tu tais-toi, ferme ta gueule. Non. Moi, je vais pas me taire, je vais pas fermer ma boîte, sûrement pas. Alors, il a 16 ans, votre déjà, fils? Je suis ta maman, je suis pas ta copine. Alors, tu bosses avec tes potes au collège à l'internat, parce qu'il est à l'internat. Parce qu'il est à l'internat, on était obligé, on n'avait pas le choix, toute la semaine, donc je vois que le vendredi. Mais non, c'est bon, stop. Non, je suis pas ton pote, je suis ta maman. Hein. Je suis pas le pote. Et tu comprends pas le pote et la maman. Hein. Donc voilà. Après, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu aussi au mois de juillet. Je me suis tapé la belle partout au mois de juillet. J'ai pas compris. Je me suis... j'ai vu la belle partout au mois de juillet. Je sors, je range, je sors, je range, je sors, je range. J'ai juste, vous rentrez, vous sortez. Elle m'a dérangé les voisins. Parce que bon, j'habite dans cet immeuble, j'ai des voisins. Elle a dérangé les voisins. À force de rentrer, sortir, rentrer, sortir. En plus, elle m'a réveillée en pleine nuit, parce que moi j'ai des chats, maintenant j'ai 3 chats. À l'époque, j'avais 2 chats. J'en avais 2, maintenant j'en ai 3. En pleine nuit, j'étais obligée de réveiller mon fils pour aller chercher le chat. Il y en avait qu'un qui était sorti. En pleine nuit, elle est escaladée les murs pour aller chercher un chat. Souriez, vous êtes filmés. Alors, pour revenir à votre fils, il vit chez son père. Tania, vous m'entendez? Je m'en fous de ta mère. Ta mère, c'est pas la mienne. Tania, est-ce que vous m'entendez? Mais déjà, Tania, est-ce que vous m'entendez, Tania? Bon, Tania, ça va pas être possible parce que je suis désolée, mais si on ne peut pas se parler, bon, si vous êtes dans un monologue, on ne va pas pouvoir se parler. Bon, écoutez Tania, là j'essaye de vous parler, mais il n'est pas possible. Vous parlez sur moi, vous n'entendez rien. Si c'est pour faire un monologue, je vois pas tellement l'intérêt de notre échange. On va devoir interrompre, là. Désolée. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Adeline. Bonsoir. Oui, voilà. En fait, je vous appelle, c'est par rapport à un problème avec une nièce qui est ma filleule, mais que je voudrais en fait ne plus avoir comme filleule, quoi, parce que bon, voilà, elle a 18 ans, je vais vous expliquer. Moi, j'ai 52 ans, elle a 18 ans et elle est venue l'an dernier déjà me manquer de respect sur Facebook, mais publiquement. Donc moi, ça, je ne l'admets pas. Donc bon là, c'était par rapport à quelque chose qui s'était passé entre vous deux ou c'était pas entre nous deux, même pas. C'était un statut qui la concernait pas. Je sais pas pourquoi elle s'est sentie concernée par ça. Voilà, c'était par rapport à des voyous en fait qui avaient enfin vous savez, l'an dernier il y avait eu des problèmes et il y avait des voyous qui avaient jeté quand même un pétard sur un monsieur qui passait tranquillement dans la rue, ce qui est quand même très grave, hein, parce que c'est des jeunes qui avaient fait ça. Et moi, j'en avais marre de ça. J'ai mis un statut comme ça en disant qu'il y avait des femmes qui ont oublié d'avorter il y a quelques années. Mais en quoi ça la concernait, elle? Ah bah ouais, carrément. Parce que moi, je me dis, s'ils n'étaient pas nés, ce serait aussi bien, des voyous comme ça, aller faire ça, enfin franchement. Bon, elle vient, de quel droit elle venait me dire ça? Hein, parce que, je veux dire, et si elle n'avait pas été contente, si elle n'était pas contente à la limite, si ça lui plaisait
pas ce que j'avais écrit. Elle aurait pu, dans ce cas, puisqu'on est de la même famille, vous le dire directement et pas Facebook, publiquement sur Facebook. À moi, et dans ce cas-là, je l'aurais engueulé aussi, mais au moins on se serait engueulé, mais en vrai, quoi. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, et finalement, là, donc carrément, allez, moi, me dire que je disais des insanités. À moi, on me dit pas ça, moi. J'ai 52 ans, on me traite pas comme ça. Mais le problème avec cette fille-là, vous comprenez, c'est que tout le monde la met sur un piédestal dans cette famille, hein, et que elle, par exemple, elle parle mal. Je sais elle parle mal à ses grands-parents, hein, donc à mes parents. Moi, je trouve ça inacceptable. Et puis ma sœur, elle accepte tout d'elle. Ma sœur qui a 50 ans donc. Hein. Et moi, je supporte pas ça. Et elles m'ont blacklisté toutes les deux sur Facebook. D'abord la fille, après ma sœur. Et puis voilà. Et moi, des gens comme ça qui me respectent pas, je veux plus en avoir dans ma famille. Alors, éventuellement, d'ailleurs pas seulement éventuellement, mais je voudrais savoir, ce que je voudrais faire, moi, c'est enlever mon statut de marraine, quoi, le supprimer. Ça, je sais pas trop comment on fait, par contre, hein, parce que... Non, ça, j'avoue, je ne sais pas. Si on... Bah oui, justement, c'est pas pour... En fait, c'est pas pour... là, par exemple, si j'interviens, c'est parce que c'est ce problème-là, et c'est pas pour avoir vraiment des renseignements techniques là-dessus, parce que j'imagine que c'est pas un truc qui arrive tous les jours. En tout cas, vous êtes très blessé, et ça vous a... Blessée, moi, je supporte pas qu'on me manque et avec votre sœur, vos relations se passent mal. Vous me dites la mère de cette jeune femme-là. Ah bah très mal, oui, très mal. De toute façon, elle, c'est la sœur. En fait, c'est cette sœur-là, c'est la plus respectée. Ma mère, elle a sa hiérarchie. Hein, on est 4 filles. Hein, il y a sa hiérarchie. Elle respecte ses 3 filles. Moi, je me considère pas comme sa fille parce que moi, elle me respecte pas. Elle m'a jamais respectée. Donc, comme elle me respecte pas, pour moi, je suis pas sa fille. Hein, parce que voilà. Et pourquoi elle met celle-là. Elle a toujours mis celle-là sur un piédestal. Ouais, c'est la plus intelligente, c'est la plus ceci, c'est la plus voilà quoi. Hein, et puis ma sœur fait pareil avec sa fille. Voilà, enfin, elle a qu'une fille. Hein, oui, c'est une histoire ancienne finalement. Mais vous, dans cette, donc vous êtes 4 filles. Voilà. Et vous êtes en quelle position dans la fratrie ? La deuxième. La deuxième. Et pourquoi finalement, qu'est-ce qui fait que vous ne vous êtes jamais senti respectée dans la famille ? Je ne me suis pas sentie, c'est que je l'ai pas été. Ma mère niait mon intelligence. Hein. J'ai eu un problème vous savez, on parle souvent du problème de harcèlement scolaire qu'il y a maintenant. Bon, ce que j'ai eu, je veux dire que ça a quand même pas, c'est pas à comparer en fait avec ce qu'ils vivent maintenant, parce que maintenant il y a les réseaux sociaux et tout, donc c'est encore pire ce qu'ils vivent maintenant. J'ai même pas eu de phobie scolaire, hein. Mais enfin bref, on m'a quand même jeté dans une classe poubelle, hein, parce que voilà, d'ailleurs je crois qu'une fois il me semble que j'avais appelé une fois pour ça, mais il y a longtemps, par rapport à ça. Mais et donc par rapport en niant mon intelligence, parce que comme j'étais harcelée, je parlais pas, mais j'étais. Oui, vous aviez du mal évidemment à vous concentrer, à apprendre, oui. Voilà, et puis donc en fin de compte, et donc ma mère, du coup, elle m'a considérée comme inintelligente, et le pire qu'on m'ait pu me faire, c'est de me foutre de me jeter dans une classe d'enfants qui avaient des difficultés, de toutes sortes, quoi, alors que j'étais ou inadaptés, qu'on disait inadaptés, mais vous en fait personne n'a reconnu qu'à l'école vous étiez l'objet de harcèlement. On ne parlait pas de harcèlement à l'époque. D'abord à cette époque-là, on n'en parlait pas. Hein. Non, c'est vrai. On enlevait celle qui avait le problème. N'utilisez pas ce terme-là, en tout cas. C'est vrai que les enfants ne cherchaient pas à comprendre. Et vous avez raison. Parfois, un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, on peut considérer que c'est lié à un manque d'intelligence, alors que c'est un enfant qui peut avoir plein de problèmes, déjà au sein de sa famille, souvent, et que quand on a plein de problèmes dans la tête, on n'arrive pas à apprendre, et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et oui. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes comme vous qui ont été mises comme ça de côté, laissées de côté, à qui on a fait croire qu'on présentait comme débiles, même c'était le mot parfois qui était utilisé, et on a vraiment sacrifié comme ça pas mal de gens. Heureusement, ça tend à changer, on tend à être un peu plus considéré aujourd'hui les difficultés des enfants et leurs difficultés scolaires, mais je comprends votre colère parce que c'est vrai qu'à l'époque, alors que vous étiez vous en souffrance, être balancé comme ça et qu'au sein de la famille, du coup, vous soyez devenue celle qu'on considérait mal parce qu'elle n'était pas intelligente, ça soit quelque chose de qui reste douloureux, forcément. Et c'était spécialement ma mère qui considérait ça. Votre père, lui... Non, mon père, non. Au contraire,
frère, lui, il défendait. Mais alors, le problème, c'est que maintenant, il a complètement changé avec cette fille-là. Moi, je trouve ça encore plus insupportable qu'elle lui parle mal comme ça. Parce que c'est ma tante qui m'a dit ça. Parce que moi, je les vois pas beaucoup. Vous voyez, on n'habite pas à côté les uns des autres. Hein. Alors, on s'est vus en 2016, mais c'est tout. Mais il paraît qu'elle lui parle mal. Elle se vantait même que quand elle lui disait de se taire, mais vous vous rendez compte, elle parle comme ça à son grand-père. Oui, de se taire. Mais moi, on n'aurait jamais eu l'idée de dire à nos grands-parents de se taire. Enfin, non, qu'est-ce que c'est vrai. ça? Non. Et puis alors, elle lui disait ça, même quand elle avait déjà, je sais pas, quand elle était gamine, quoi. Et puis bon, personne ne lui disait rien. Moi, dans ma famille, il y a d'autres personnes qui m'ont dit que elle se considère même des gens qui ont nos âges, une cinquantaine d'années. Oui. Elle le regarde comme ça, dans l'air, quand ils disent quelque chose qui lui convient pas, dans l'air de dire tu racontes des conneries, mais on a vécu avant elle, hein. Arrêtez là, moi ça c'est clair. Oui, c'est clair. Et ce problème-là avec elle s'est passé récemment, là, sur Facebook, le fait qu'elle ait envoyé un message comme ça qui vous a blessé, c'est récent? Vous savez, ça date déjà de novembre 2016, mais... Et pourquoi à nouveau, vous êtes à nouveau... Ça, je l'ai pas digéré, quoi. Mais là, il s'est passé quelque chose? Moi, j'ai dit à ma sœur, j'en avais trop marre. Moi, j'ai dit à ma sœur, parce que moi, elle, j'ai pas son numéro de téléphone. Mais j'ai dit à ma sœur, moi, de toute façon, je veux l'enlever, je veux plus qu'elle soit ma filleule. C'est à partir de là que elle m'a blacklistée, puis ensuite, ma sœur m'a blacklistée aussi. Il faut vous enlever, en tout cas, ne plus communiquer avec elle via ses réseaux sociaux. Non, bien sûr, mais de toute façon, elles m'ont blacklistée, c'est pour pouvoir peut-être raconter des saloperies sur moi. C'est nul, mais bon. Comme le dit Monica, le problème, même si vous vous retirez comme marraine, vous resterez sa tante, de toute façon. Ah oui, ça, ce qu'il faut, c'est vous protéger et dire, après tout, vous avez le droit aussi d'arrêter d'en prendre plein la figure et vous mettre un peu en retrait, bien sûr. Oui, mais moi, je vais pas me mettre en retrait. Vous savez, sur les réseaux sociaux, moi, ce que je fais principalement, c'est m'occuper c'est mettre mes photos de mes chats. Et puis bon, et d'ailleurs, j'avais un neveu, lui, il m'a pas blacklisté, il m'avait enlevé de ses amis. Bon, c'est pareil, du coup, avec l'autre sœur, avec sa mère, qui est pas sur Facebook, elle, mais du coup, on est en froid quand même, ça va pas aussi loin. Mais il m'avait blacklisté, non, il m'avait pas blacklisté, il m'avait enlevé de ses amis simplement. Comme ça, parce que je mettais trop, il disait trop de photos de mes chats. Bah oui, mais moi j'adore mes chats. Écoutez, oui, faites de mal à personne. Moi, il y a beaucoup. J'en ai un là en accueil actuellement. Je mets beaucoup de photos d'eux, c'est vrai. Pourquoi il est en accueil? Qu'est-ce que vous êtes famille d'accueil? C'est des chats. Oui, je suis famille d'accueil pour chats. Oui. Ah, c'est bien. C'est bien. Et alors, c'est-à-dire que c'est des chats qui étaient abandonnés jusque-là? C'est des chats en fait qui n'ont pas de famille au départ. J'en ai eu plusieurs là comme ça depuis, parce que moi il y en a que adoptés. Hein. Alors soit c'est par association, des fois c'est hors asso, parce que des fois ils en trouvent pas. Mais en fait, lui c'est une association. Mais voilà, et donc il est chez nous et voilà. Quoi. Le temps que quelqu'un l'adopte en fait. Quelqu'un qui soit adopté, donc. C'est formidable, heureusement qu'il y a des gens comme vous, comme ça, qui permettent. Il n'y en a pas beaucoup et on en manque, et c'est ça. Puis alors vous voyez, je vais vous dire c'est vrai, mais moi j'adore les chats, donc moi je mets des photos, et puis c'est normal en même temps de mettre des photos, parce que déjà les chats que j'ai en accueil, je leur fais des albums, parce que spéciaux pour qu'ils soient mis en valeur. Ça peut donner aux gens envie de les adopter, oui, bien sûr. D'ailleurs, il y en a un dont j'ai été famille d'accueil, que j'ai adopté, parce que... parce que finalement vous avez fini par craquer vous-même. D'accord. Et il accepte bien les petits protégés que vous avez là quelque temps? Oh oui, j'accepte. Surtout la chatte, elle accepte bien là. Oui, elle est mignonne, elle est facile. Le chat, il est un peu plus le mâle, il est un peu plus jaloux parce que lui d'abord c'est celui qui a été adopté après, et puis il a été quand même pas mal dépendant parce qu'il était convalescent au début. Alors il avait eu un accident, donc il était convalescent. Oui, donc, il a eu un peu des coups durs. Il se méfie un peu, il est plus prudent. Puis c'est très long avec les chats, parfois d'établir le contact. Oui, ça peut être très long, mais après, une fois que le contact est établi, c'est génial. Je comprends. En même temps, on voit à quel point les animaux peuvent être une consolation quand on est blessé, déçu par les liens avec les autres. Et puis pour vous dire à quel point, jusqu'où ça va, parce que elle, cet été par exemple, elle a adopté un chat. Bon, tant mieux pour le chat. Votre nièce. Oui, ma nièce. Oui. Et moi, je ne savais pas au départ. C'est ma soeur qui m'a dit non, parce que j'ai vu qu'elle cherchait un chat. Alors, j'étais étonnée parce que comme ma soeur, elle en a, mais elle les laisse sortir et tout. Hein. Elle s'en soucie pas tellement parce qu'elle les laisse sortir et tout. Alors, après... Mais ils aiment bien sortir, cela dit, les chats. C'est aussi.
c'est dangereux pour eux. Hein. Enfin, oui, mais enfin, la liberté... Donc ma nièce avait adopté un chat, donc moi je me disais... tiens, elle pourrait avoir envie de partager ça avec moi, parce que moi je trouvais ça enthousiasmant. Oui, ça vous fait un point commun. J'avais adopté un chat, ça faisait un point. En fait, ça faisait un point commun. Oui, ça aurait même pu, à la limite, nous faire un point commun. Non, mais même pas. Elle a même pas daigné, même pas mettre une photo. Elle met que des photos d'elle. Mais c'est quoi cette fille-là? Non, mais. Après, il y a d'autres femmes, elle n'est pas la seule, mais il y a d'autres femmes, même déjà, des fois, même de mon âge, qui mettent que des photos d'elle. Moi, je trouve ça ridicule. Enfin, oui, voilà. Oui. Enfin, mais là, pour dire qu'elle avait même pas envie de partager ça avec moi. En quoi elle est ma filleule? Ça vous a déçu? Ça vous a... Vous étiez très proche? Vous l'aimiez beaucoup? Non. Proche, non. Mais quand elle était plus enfant, quand elle était plus... c'est-à-dire non, mais on habite loin, techniquement. C'est pas, quand elles sont venues, moi on s'est vu des fois, mais pas beaucoup. Mais je veux dire, il n'y avait pas, des problèmes comme ça. Mais alors maintenant, je sais pas ce qu'il veut. Non, mais non, elle est trop fière, c'est tout. Ça peut évoluer, vous savez, ça peut évoluer, mais vous lui avez dit. Ma foi, oui, mais il va falloir que, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai un principe, que moi, quand on m'a fait un affront, alors il faudrait vraiment qu'elle vienne me faire des excuses et puis qu'elle dise qu'elle change, mais qu'elle renie ce qu'elle avait dit, parce que sinon, moi, je la renie d'une manière, c'est tout, c'est comme ça, parce que moi, je suis rancunière. Ah non, moi, on me fait pas on me manque pas de respect comme ça, surtout à cet âge-là. Non, écoutez, quand même, quoi. Mais le problème, c'est que vous savez, cette génération, ils sont tellement habitués à Facebook, ils se rendent même plus compte, c'est-à-dire quand vous dites mettre un message public comme ça, enfin, ils se rendent même plus compte toujours la portée que ça a. Et comme vous dites, déjà, si elle vous l'avait dit à vous personnellement en disant, écoute, je suis choquée par tes propos, après tout, vous auriez pu dire, bon, voilà, vous expliquer. Alors que là, évidemment, sur Facebook, c'est d'autant plus pénible que ça expose et ça permet pas vraiment un droit de réponse. Bon. Mais je pense qu'elle mesure même pas forcément tellement ils sont habitués à fonctionner. Elle est venue quand même me dire oui, je suis ta marraine, je t'aime bien, mais là franchement, puis, non, c'est encore plus pour enfoncer là. Non, mais d'abord moi j'avais rien dit, j'avais pas dit spécialement, je disais pas aux gens par exemple telle personne de ma famille. Oui, ça a été un coup de gueule que vous avez poussé à un moment donné. Voilà quoi, donc mais voilà, à un moment donné, mais elle avait pas à dire ça, c'est elle qui est venue. Alors après elle me dit oui, Facebook c'est pas un journal intime. Non mais qui fait un journal intime de Facebook? C'est pas moi, justement. Moi je suis pas née avec. Mais moi, vous savez, Facebook, moi je pense. En 2009, j'avais 44 ans. Elle a ça, elle avait 12 ans qu'elle l'avait déjà. Non mais. Mais oui. Mais vous savez, je pense qu'avec la famille, il vaut mieux pas être trop amis avec les neveux, les nièces, les enfants, parce que finalement, il y a une intrusion qui par moment peut nous être reprochée. Enfin, je vous rejoins. Je trouve qu'il vaut mieux se dire les choses directement, évidemment, plutôt que via les réseaux sociaux quand on est aussi proche. Vous n'avez pas eu de nouvelles depuis, donc? Non. Moi, j'ai pas eu de nouvelles. Et qu'est-ce qui fait que c'est ravivé là comme ça? Parce que qu'est-ce qui fait que ce soir ça vous touche à nouveau aussi fort? Vous avez eu des nouvelles de votre... En fait, une fois je voulais vous appeler, c'était carrément pour autre chose, parce que j'étais complètement déprimée par rapport, vous savez, à ce qu'on veut faire, la loi sur le logement, là. Ça m'angoisse à un point. Voilà quoi, je vous avais envoyé un email, mais je sais pas, ça a dû arriver. Non, je l'ai pas vu, oui. Vous vouliez... Et qu'est-ce qui vous angoisse par rapport à la loi? C'est Sophie Peter. Mais non, mais Sophie, elle est là le week-end alors, si vous avez. Elle est là le week-end, mais ça a dû, et puis du coup, j'ai pas été rappelée, donc ma foi. Mais enfin bon, et puis. Vous vouliez parler d'autre chose au départ? Non, au départ, non, là, je voulais parler de ça ce soir, je voulais parler de ça, mais l'autre fois, c'était pour, ça m'inquiétait sérieusement, quoi. J'ai vraiment peur de ce qu'ils veulent faire, Moi, j'ai peur qu'un jour on me dise, que faut que je... Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand j'avais 18 ans, moi, j'avais pas Elle a son logement déjà. Vous voyez, c'est une fille gâtée, quoi. Elle a déjà son studio, alors que elle habite dans la ville où elle va à l'école, donc à l'école où elle fait ses études, Et votre sœur était, comment dire, très valorisée dans votre famille ou par votre mère ou sa mère à elle, là, cette jeune femme. Elle était très valorisée, elle, par rapport à vous dans la famille? Ah oui, absolument, oui. Absolument, oui. Oui, donc ça ravive aussi beaucoup de vos douleurs, vous. Exagéré. Du coup, elles sont très arrogantes, elles se croient tout au-dessus de tout le monde, voilà quoi. Est-ce qu'il y a certaines de vos sœurs dont vous êtes malgré tout plus proches? Il y en a qu'une seule, là pour l'instant, c'est l'aînée. C'est bien déjà. L'autre,
peut-être, bon, on est un peu, bon, ça va pas aussi loin. Bon, d'abord, elle est pas sur Facebook, mais ça va pas. Mais disons qu'elle avait pas donné. Quand je lui avais dit que, je lui ai dit, dis donc, enfin, je vais pas dire son prénom, ton fils plutôt, mon neveu, ben quand même, il m'a enlevé de ses amis sur Facebook. Pourquoi? Alors elle lui a demandé pourquoi, mais elle lui a pas fait de reproche pour ça, quoi. Je mettais trop de photos. Oui, mais c'est peut-être, vous savez, si c'est un jeune, il se dit, oh là là, c'est un peu la honte, ma tante avec ses chats. Ça veut pas dire qu'il vous aime bien par ailleurs, mais vous savez, bon, ils peuvent avoir un peu dire, oh là là, si on voit. Mais dis-moi, ce qu'il a eu au moins, c'est qu'il n'est jamais venu. Bon, on est en froid, mais il n'est jamais venu, en tout cas, me critiquer sur ce que je mettais. Mais à la limite, même si ça lui plaisait pas, mais il n'est jamais venu critiquer ce que je disais. Au moins, mais tandis qu'elle, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Surtout pour un truc qui ne la concernait pas. C'est pas comme si j'avais dit un truc, effectivement, si j'avais dit un truc, c'était senti visé. D'accord, mais là, franchement, bon, elle aurait réagi parce que bon, ça l'aurait énervé. Mais là, franchement, en quoi ça la concernait, enfin? Rien du tout, ça la concernait pas. Il y a quelqu'un qui justement profite du fait que vous ayez parlé, vous êtes famille d'accueil, donc pour des chats abandonnés. Elle dit, j'en profite pour demander aux personnes qui recueillent un animal. Alors vous, on sent que c'est dans le cadre d'une association, mais parfois qui recueillent un animal qui est non tatoué, de quand même faire vérifier la puce chez un veto, une association. Elle a raison, cette personne, parce que parfois l'animal, les maîtres peuvent le rechercher, être très malheureux, donc avoir ce réflexe-là. Donc c'est tout à fait ça. Moi, une fois, j'en avais trouvé une, d'ailleurs, qui était devant mon immeuble, mais elle était à quelqu'un, mais le lendemain, bon, c'était le soir, hein, personne ne la faisait rentrer, les gens ne la faisaient pas rentrer chez eux, hein, ça c'était depuis le matin qu'elle était là. Moi, j'arrive le soir, je la vois, bon, je dis, je vais la faire monter, puis le lendemain, je l'ai emmenée chez le vétérinaire, mais elle était à quelqu'un, je vous dis que la dame, elle était contente de la retrouver. Et comment? Bien sûr, bien sûr. Oui, donc c'est vrai qu'il faut avoir ce réflexe. De toute façon, quand on trouve un animal, moi, j'avais trouvé un chien comme ça à quelques rues de chez moi, et pareil, pas de collier, rien. C'était avant l'été, au moment où on plein des départs en vacances. J'ai dit, oh là là, la pauvre bête, ça. Et en fait, je suis allée voir un veto et il avait une puce et on a retrouvé sa maîtresse qui était sacrément heureuse de la retrouver. C'était une fugueuse, paraît-il. Donc il faut avoir ce réflexe. Ce réflexe, oui. Puis d'ailleurs, les gens, quand ils ont un chat, enfin ou un chien d'ailleurs, mais un chat, il faut l'identifier, quoi, hein, parce qu'il y en a qui le font pas. Et puis, oui. Hein. Mais en tout cas, profitez là du calme et de la douceur de vos chats pour le moment, oui. Adeline, et puis laissez un peu s'apaiser. Et là, vous savez, votre nièce, les choses peuvent évoluer. Peut-être qu'un jour elle reviendra en disant, c'est vrai que j'ai pas été très cool et bon. Ah oui, mais si elle revient comme ça, c'est différent. Mais pour moi, tant qu'elle a... Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais pas de chambre, moi. Ma mère, elle avait pris un logement pour 2 filles, alors qu'on était 3 à la maison, parce que bon, l'aînée était déjà partie. Hein. Elle avait pris un logement pour 2, alors qu'on était 3. Hein. Alors maintenant, moi, je vais pas supporter qu'on vienne me dire à moi, vous savez, maintenant je suis seule, mais avant j'étais en couple. Bon, puis mon ex-mari, il a une fille, donc comme il avait une fille, qui venait. Du coup, on avait un F3. Moi, maintenant, on va pas me dire qu'on est séparés depuis 2014. Hein, mais on va pas venir me dire à moi qu'il faut que moi je m'en aille, aller vivre dans un logement plus petit. D'abord, je pourrais pas parce que ça serait trop petit. Et puis parce que on veut mettre une famille à ma place. Hein. Puis moi, les chats aiment pas déménager en plus. Hein, alors bon. Les chats n'aiment pas déménager. Donc là, il faut en prendre soin. Une pièce mais utile parce que justement, il y a pour isoler des chats, vous savez, qui sont en quarantaine au début. Oui, oui, bien sûr. Oui, vous faites les choses bien. Vous faites les choses bien. Continuez à bien prendre soin d'eux. Ils contribuent à nous apaiser. Vous voyez, pour le moment, ne vous tourmentez pas trop pour tout ça, hein, Adeline. D'accord. Puis j'espère que vous allez trouver une famille aimante là pour votre petit protégé. Vous savez, il a vraiment la cote. Hein. Bon, alors il va trouver. Oh, c'est un gros nounours. Oh, il l'adore. Enfin, peut-être que vous allez craquer, vous aussi, finalement. Oui. Vous lui faites une belle caresse à votre minette aussi. Et je vous embrasse, Adeline. Ils sont 3 en fait. Ils sont 3. Alors faites-leur de belles caresses pour moi. Oui. Hein. Je vous embrasse, Adeline. Écoutez, merci. Je vous embrasse aussi, puis merci de m'avoir écouté. Mais je vous en prie, merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Pour
pour faire suite à l'échange avec Adeline qui nous parlait de ses chats, c'est Nicolas en fait qui avait envoyé le petit message en disant surtout si vous trouvez un animal abandonné, s'il n'a pas de collier, pas de tatouage, pensez quand même à contacter une association, un vétérinaire. Ils peuvent même le faire par téléphone, hein, d'ailleurs. Parfois, alors avec un tatouage, vous donnez le tatouage, il peut le retrouver. La puce, évidemment, il faut l'instrument. Il dit c'est gratuit et ça peut faire des miracles, dit Nicolas, parce que vendredi, j'ai retrouvé un chat perdu depuis 2 ans et demi à 20 km de chez moi. Ah non, c'est pas Nicolas, il dit un beau cadeau de Saint-Nicolas. Voilà, me dit cette personne. Ça, c'est chouette, vraiment. Quelle surprise vous avez dû avoir. Et puis, il y a Monica à propos des réseaux sociaux. Elle dit, Monica, elle dit, bah alors moi, je vais vous dire, je vais pas sur tous ces réseaux et vous pouvez pas savoir la paix que j'ai. Voilà, je retrouve plus vraiment. J'y vais ni pour mettre des choses, ni pour y lire quoi que ce soit. Vous n'imaginez même pas la paix qui règne dans ma vie, dit Monica. Allez, on va maintenant accueillir Florencia. C'est joli comme prénom. Bonsoir Florencia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. C'est italien. C'est italien votre prénom? Oui. Ah, c'est dommage, le son est très mauvais, c'est très très sourd le son de votre téléphone parce que alors je vois que Fifi est en train d'essayer de faire des réglages, mais je sais pas vous pouvez peut-être bien parler dans le téléphone ou peut-être je sais pas. Oui, je fais mon maximum, je vais faire mon maximum Caroline. Bon, on va faire avec, c'est pas top le son, je dois vous dire, mais on va essayer de faire avec. D'accord, on va essayer. Eh ben, ce qui fait vous appeler, Caroline, c'est un écho suite au décès de Johnny Hallyday. Oui. Et qui fait écho un peu à ma vie, en fait. Qui fait un peu écho à ma vie. Donc, déjà, je voulais dire, ma chanson préférée de Johnny Hallyday, c'est le duo qu'il a fait. Le plus beau duo que je trouve qu'il a fait avec Lara Fabian, Requiem. Ah oui, Requiem pour un fou, oui. Oh oui. Oui. Ah mais un frisson, il m'a donné. C'est Mathilde qui nous en parlait. Vous savez, Mathilde, on a démarré l'émission, elle aussi, c'était sa chanson préférée. Ah oui, mais tout ça c'est vraiment mon duo préféré. C'est vrai qu'il y a une puissance quand ils chantaient tous les deux ensemble. Il y avait quelque chose de tout très. À fait. Et très beau tous les deux, très beau tous les deux, je trouve, franchement, très très beau. On va en revenir, Caroline, à ce qui se passe. Donc, Johnny est mort d'un cancer. Et il se trouve que moi, j'ai eu il y a 3 ans mon frère qui est décédé d'un cancer. Il avait 43 ans. Et ensuite, là, actuellement, j'ai mon père qui est en phase terminale de cancer. Alors, malheureusement, je vous entends très très mal. C'est votre père? C'est mon père qui est en phase terminale de cancer et qui se fait soigner à la maison, en fait. D'accord. Il est revenu à domicile pour être dans son environnement, avec vous, entouré. Tout à fait. Ben, on est tous là, moi et mes sœurs et tout. Et je viens tout le temps. Mais ce qu'il y a, c'est quand on voit, c'est marrant de voir le lieu que ça joue le cancer. Aussi bien, il peut aller bien le jour même et aller très mal après le lendemain. C'est incroyable l'effet boomerang que ça fait en fait. Je comprends, je comprends ce que vous pouvez ressentir parce que je me dis à chaque fois qu'on annonce comme ça le décès de quelqu'un de public et qu'on parle de cette maladie, c'est vrai que je pense à tous ceux qui sont touchés de très près et c'est forcément très très angoissant. Ouais, c'est vraiment une foutue maladie. Oh là là, c'est vraiment. J'espère qu'on arrivera. Franchement, j'espère un jour. Oui. La recherche a beaucoup avancé déjà dans beaucoup de domaines, et en particulier celui-là. On sait qu'il y a certains cancers qu'on n'arrivait pas à traiter il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça évolue, ça va évoluer encore, mais c'est vrai qu'en attendant, pour tous ceux comme votre papa qui sont là, Mais mais ce qu'il y a, c'est que le fait de ces circonstances, ce qui fait que les relations, moi, avec ma mère et mes soeurs, elles se dégradent au maximum. Ah mince. Elles se dégradent au maximum. Pourquoi? Parce que au lieu de les renforcer. Oui. Au lieu de les renforcer dans ce qui se passe, ça les fait se dégrader.
C'est d'autant plus triste dans un contexte comme celui-là. Ouais. Mais en même temps, malheureusement, Florencia, vous savez, ça arrive. C'est-à-dire que, parce qu'il y a quelque chose de... Dans l'angoisse, en fait, dans l'angoisse qu'on ressent à ce moment-là, on peut du coup en devenir un peu tendu, un peu agressif. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Caroline, vous avez mis le mot dessus. En devenir agressive, angoissée et reporter son angoisse, son agressivité. Et porter un poids, mais un poids, elle nous arrive à me faire porter un poids, mais incommensurable, mais elle ne se rend pas compte. C'est une de vos sœurs qui fait ça? Ma mère. Votre mère? Ma mère. Et puis, mes sœurs qui se joignent à ça, justement. C'est ça qui me rend le plus triste, en fait, dans cette affaire. Vu que Célia se ressoude dans ce contexte-là, c'est ça qui me rend le plus triste. Ça les disloque. Et moi, ça me rend agressive. Parce que ça vous rend malheureuse, parce que tout le monde est malheureux. Oui. C'est très frustrant, parce qu'au fond, dans ces moments-là, on voudrait être soudés. Faire bloc, entourer, on rêverait d'entourer l'être qu'on aime du maximum de douceur et de tendresse. Et puis malheureusement, l'angoisse fait qu'il y a des choses qu'on contrôle pas, ou comme s'il fallait, face à l'impuissance que l'on ressent, s'en prendre à quelqu'un, exprimer sa colère finalement aussi. C'est ça, de la colère face à cette situation et à l'inexorable. C'est exactement ça, Caroline. Et Dieu sait que je viens, tout ce que j'ai apporté, et quand je vois, le plus important pour moi, c'est quand je vois mon père se battre dans ces instants-là. Et je me dis, c'est impossible que je puisse plus revenir ici, dans ce camp. Et après, quand je vois l'agressivité dont fait preuve ma mère. Pas devant votre père, j'espère. Pas devant votre père. Elle arrive à le faire devant mon père. Ouais, elle craque un peu, quoi. Elle craque un peu. Peut-être que pas dans un moment où elle est agressive, dire écoute maman, je comprends ta peine, je comprends ton désarroi. On est là et il faut qu'on entoure papa le plus possible et que devant lui, on fasse bloc et qu'il soit entouré de beaucoup de douceur et de sérénité. Mais vous savez, c'est face à l'inexorable qui se profile, il peut y avoir un sentiment de colère comme ça, malheureusement. Ça arrive et il faut essayer, peut-être quand vous aurez un moment d'en parler à votre mère, mais un peu tranquillement en disant pour papa il faut qu'on tienne bon. Je dois vous laisser malheureusement, Florencia, et puis ça va être le journal de minuit et puis le son est tellement mauvais que je vais pas pouvoir poursuivre. Je suis désolée, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Au revoir Florencia. Au revoir. Au revoir. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. À vos côtés sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte au 39 21 si vous désirez me parler de vous, me poser toutes les questions qui vous préoccupent. 39 21. Vous pouvez également réagir à tout moment en composant ce numéro ou également par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook. Je reçois un petit message de Marie qui dit pour moi la chanson de Johnny que je préfère c'est J'oublierai ton nom. Il va y avoir d'autres chansons de Johnny tout au long de la nuit. Restez avec nous. On accueille Muriel pour le moment. Bonsoir Muriel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je voulais remercier Paul et Amandine. Merci. C'est gentil. Oui, ils vous écoutent. Déjà parce que là je suis émue parce que déjà c'est par rapport déjà le fait que Johnny nous ait quittés déjà, donc déjà ça a été une émotion importante parce que c'est vrai que ces chansons voilà, je suis émue. Oui, oui. C'était un grand artiste, donc on va dire salut l'artiste.
Moi, je vous appelle, j'ai du mal à en parler. Vous avez la fiche sous vos yeux. Oui. J'ai du mal parce qu'il y a peut-être la honte, peut-être c'est pour ça que j'ai du mal à en parler. À Paul, j'ai pas eu de mal du tout, mais là face vous à êtes vous, face à en public, c'est plus peut-être, compliqué. Enfin, en fait, vous voulez que je vous aide un peu pour démarrer, parce que moi, sur votre petite fille, je vois que vous avez vous parlez de phobie alimentaire ou de troubles du comportement alimentaire. Phobie alimentaire, oui, par rapport au fait que je fais une fixation sur la viande. Je suis désolée de parler de ça, mais disons que j'ai du mal à manger de la viande. C'est-à-dire, j'ai toujours peur que ce soit pas bon. Enfin, les légumes me font pas peur, mais la viande, oui, vous voyez, il y a comme un stress. J'ai du mal à en parler, même en public. C'est bizarre parce qu'avec toi, j'avais pas de mal, mais là, maintenant, c'est-à-dire que c'est des troubles. Mais ça a toujours été comme ça, ou parce qu'après tout, il y a beaucoup de gens qui ne mangent plus de viande aujourd'hui, et c'est pas un problème en soi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne mangent plus de viande et c'est pas un problème en soi. Hein. Non, mais au contraire. c'est-à-dire que j'ai été anorexique, mais il y a 20 ans en arrière, donc j'en ai 42, il y a 20 ans en arrière. Normalement, je devrais être guérie, mais il y a toujours en moi. D'accord, des petits restes, un peu. Bon, vous allez me dire, c'est pas grave, on peut manger autre chose, mais c'est-à-dire que c'est pas que ça, c'est aussi quand je prends, il y a des dates, il faut que je contrôle la nourriture. En fait, je suis toujours dans le contrôle, quoi. Si il y a des yaourts, il y a une date. Si c'est dépassé d'une journée, par exemple, je vais pas le prendre. Si c'est le jour même et que pourtant c'est encore bon, je suis pas sûre de le manger, vous voyez. C'est vraiment. Et ça a toujours été comme ça, ou ça s'est un peu accentué, ou ça, à un moment, ça a pris une forme différente, puisque vous me dites que vous avez été anorexique. Disons peut-être que ça s'est transformé. Ça s'est transformé avec le temps, mais en fait, les phobies se déplacent. C'est-à-dire que je vais avoir, ou alors vous appelez ça des TOC, des troubles. L'anorexie, c'est pas une phobie, hein? Non, je sais, non. C'est une maladie. Donc après, c'est un peu des obsessions que vous avez sur les dates de péremption. L'impression que finalement, peut-être la nourriture que vous allez ingérer peut être mauvaise, ou vous intoxiquer. C'est ça. Exactement. Voilà. Et comme je disais à Paul, c'est que c'est vrai que si je vais dans un restaurant, je vais avoir du mal à choisir parce que déjà, il faut que je connaisse l'endroit, il faut que je sois en confiance. Alors c'est peut-être le fait que j'ai pas confiance en moi. Est-ce que le rapport avec la nourriture... Pour le coup, c'est un peu différent. C'est autre chose. C'est pas le même rapport de confiance. Mais ça peut me poser des problèmes, si vous voulez, quand je sors, où il y a sur la carte, il y a des choses qui peuvent pas me convenir, ou où il faut... je vais pas me sentir forcément à l'aise. Et vous cuisinez, vous, ou pas du tout? Non. Non, vous ne cuisinez pas. Pas ça. En fait, pas j'aime ça. Pas. Parce qu'après tout, ça pourrait être une solution. Par contre, j'envie les gens qui sont passionnés pour la cuisine. Mais moi, non. Et vous êtes un peu vous restez, si vous voulez, vous êtes sorti de l'anorexie, vous diriez aujourd'hui? Je suis sortie, mais il subsiste en moi ce trouble alimentaire. J'entends bien. Oui, tout à fait. Un contrôle, une angoisse par rapport à la nourriture. Exactement. Vous êtes dans le contrôle. Et c'est vrai que parfois, quand je vais regarder une date et que je vais le mettre à la poubelle, parfois il m'arrive alors ça, c'est encore le trouble obsessionnel, d'aller voir dans la poubelle, savoir si j'ai bien vu la date. Vous voyez. Et vous êtes suivi pour ces... Oui, je suis suivie, oui. Par un spécialiste des troubles du comportement alimentaire? C'est une psychologue. Oui, mais il y en a qui sont plus spécialisés. C'est particulier, les troubles du comportement. Ça n'a jamais marché. J'ai jamais eu, que ce soit psychiatre ou autre, je n'ai jamais adhéré. C'est comme ça, hein. Après. Et vous continuez pourtant. Je continue, c'est paradoxal. Je me bats pour ça, je me bats. Hein. Heureusement, je travaille. Enfin, je pourrais me dire ne pas aller travailler et me renfermer complètement. Parce que c'est vrai que on se sent, on se met à l'écart en fait finalement, parce que ça paraît peut-être anodin, mais comment dire. Ben non, ça a des répercussions. La nourriture, c'est vital. Alors, moi, j'avais un problème aussi avec l'eau également à un moment donné. L'eau, j'avais peur qu'elle soit impropre à la consommation. Donc, tout ça, c'est des éléments vitaux. Donc, je pense qu'il y a tout un cheminement. Je sais que vous n'êtes pas là pour me donner des solutions. J'ai besoin d'en parler.
D'ailleurs, je vous remercie de me donner l'opportunité d'en parler. Je vous en prie. Mais c'est quand même un handicap. Je ne sais pas comment dire. Parce qu'il y a des moments ça va, il y a des moments quand c'est obsessionnel, comme vous dites, ça peut être dur, quoi. Mais en tout cas, c'est compliqué avec une vie sociale aussi. Quand vous dites finalement une sortie, peut-être avec des amis, aller au restaurant. Pour vous, le choix du restaurant. Je me cache en fait. Oui, le choix du restaurant, voir les avis sur Internet. Mais peut-être que même voir des avis, ça va peut-être même pas me rassurer. Je serai jamais rassurée en fait. Oui, finalement, oui. C'est ça qui était. Mais votre anorexie, elle a démarré, vous me dites, vous aviez 22 ans alors en fait, j'ai expliqué à Paul, j'ai été violée à 22 ans. Ah bon? Et après, j'ai été anorexique. Voilà. Ah oui, d'accord. Vous avez développé une anorexie suite à... En plus, j'en ai pas parlé. Enfin, là, c'est dur ce que vous me dites. Là, je suis désolée. J'ai du mal. Là. Je suis vraiment émue. Le fait de reparler de ça. Comment dire? Oui, mais c'est important parce que c'est... Vous savez, suite à... Je pense que tout ça, c'est lié. Oui. C'est des choses qui se... Oui. J'ai parlé du rapport avec ma mère qui est conflictuel. Mes parents qui m'ont pas donné confiance, qui m'ont peut-être, on va dire, rabaissé, qui m'ont pas donné de repères. Donc effectivement, et puis j'ai eu ce qui m'est arrivé à 22 ans. J'en ai pas parlé. Vous n'en avez parlé à personne à ce moment-là? Non. Pourquoi? C'était quelqu'un que vous connaissiez? Oui. De votre entourage familial ou amical? Non, c'était une connaissance. Une connaissance, pas un petit ami, c'était quelqu'un que vous connaissiez et qui a abusé de vous. Oui. Et à ce moment-là, vous n'avez pu le dire à personne? Non. Pas même à une amie? Non. Pourquoi? Vous aviez honte? C'était impossible de... Oh là là, j'ai du mal, hein, là, je veux pas vous mettre mal à l'aise, hein, Muriel. Vous n'êtes pas du tout obligée d'en parler. Mais est-ce que vous le poids de la culpabilité, je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent. Le poids de la culpabilité. Oui, c'est très compliqué de parler de... Après, on intérieur et maintenant, j'ai besoin d'en parler. C'est peut-être pour ça que j'ai besoin, il y a quelques années, d'en parler. À un moment donné, c'était enfoui en moi. Maintenant, j'éprouve le besoin d'en parler. Tant mieux, c'est bien. Ça veut dire que vous allez mieux? Là, oui, je trouve. Je trouve que je vais mieux. Je suis peut-être un peu plus en paix avec moi-même. Oui, c'est bien que vous éprouviez le besoin d'en parler en ressentant que finalement c'est nécessaire et que ça vous fait du bien de dire. Et tout ça, je pense, ce que je suis en train de vous dire, Caroline, c'est que tout est lié, si vous voulez, à les rapports conflictuels avec la mère. Ce qui m'est arrivé à 22 ans, l'anorexie, ensuite les troubles obsessionnels compulsifs, les doutes, le manque de confiance, tout. Il y a une résonance en moi. C'est bien lourd, c'est bien des choses qui effectivement s'amalgament et qui sont bien lourdes à porter. Oui. Mais je suis toujours là. Heureusement. Vous vous battez, comme vous dites. Mais c'est très lourd parce que déjà. J'en ai parlé à personne et c'est que bon, j'ai toujours été une solitaire et c'est que maintenant, c'est vrai que je travaille, j'ai une vie normale, j'ai une vie classique, mais. Vous vivez seule? Oui. Oui. Vous n'avez pas eu de relations amoureuses qui ont compté pour vous? Si, j'ai eu des relations amoureuses qui ont compté, mais j'ai toujours eu des rapports un peu houleux avec les hommes. Je pense que et aussi, je vous parlais que de ma mère, mais mon père, je l'ai pas trop connu. Il existe toujours, il est toujours là, mais en fait, c'est des gens un peu taiseux, mes parents, donc du coup, on n'avait pas de rapport du tout, on se parlait pas de communication, beaucoup d'interdits, et du coup, moi, l'image du père, c'est inconnu au bataillon un peu. Hein. Oui, donc avec ce père, finalement, le grand absent, puis cet homme qui abuse de vous, on peut comprendre que les relations avec les hommes soient compliquées et que vous ayez du mal à leur faire confiance. Oui, alors après, il ne faut pas être dans les excès non plus, après, d'être méfiante sans arrêt. Mais, non, mais c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas.
Après, on peut développer, bien sûr, après un viol, c'est un tel traumatisme qu'on peut développer. Il est même normal de se sentir particulièrement insécurisé et de pas accorder sa confiance comme ça. Même si, comme vous dites, évidemment, on ne peut pas faire de généralité, mais il y a ça a été vécu, d'autant plus que ça a été tu. Vous n'avez pas pu en parler. Et vous savez, je pouvais peut-être pas en parler aussi. C'est possible. Oui. Vous me dites que dans votre famille, oui, déjà, c'était une famille de taiseux. Il y a beaucoup de jugements dans ma famille aussi. Oui, comme si au fond vous aviez peur qu'on vous renvoie quelque chose à vous-même, à votre responsabilité, alors qu'évidemment, il s'agissait pas de ça. Non. Et puis quand on a déjà une mauvaise image de soi, évidemment, une agression de ce type n'arrange rien. Mais alors, quand vous entendez, puisqu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, la parole... Je pensais à Flavie Flamand, c'est pour ça, donc je me suis reconnue dans... Parce que pendant longtemps, elle disait qu'effectivement, ça s'est ressorti longtemps après. Elle le disait, donc pour des raisons X ou Y, mais je comprends effectivement que au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on occulte et ça sort, et puis ça sort un jour, quoi. Et on arrive là, maintenant, il y a quelques années que j'arrive à en parler. C'est pour ça d'ailleurs que la loi devrait changer et qu'on devrait augmenter le délai de prescription. Pour les viols, notamment dans l'enfance, passer de 20 ans à 30 ans, parce qu'on sait que la parole, parfois, le trauma est complètement refoulé, mis dans un coin de sa tête, et que les choses peuvent ressurgir des années plus tard. À la faveur de... Alors là, évidemment, il y a ce qui se dit, il y a le fait que l'on en parle dans la société, mais ça peut être parfois à la faveur d'une parole, d'une odeur, d'un geste, d'une sensation, quelque chose qui remonte comme ça et avec une violence d'autant plus traumatisante que jusque-là tout était tu. Et ce qui est tu, vous savez, le mot le dit bien, ça agit comme un poison à l'intérieur de nous. Donc vous avez raison de dire que tout est lié, parce que vous avez commencé à me parler de votre phobie par rapport à la nourriture, de la peur au fond de vous empoisonner avec des aliments, même avec de l'eau. Oui, non, mais c'est vrai que... C'est ce qui vous fait rentrer à l'intérieur de vous-même, ce que vous ingérez. Il y a quelque chose qui peut être très agressif, puisque vous craignez même que ça vous tue. Mais ce qu'on ne dit pas, et notamment quand on vit un traumatisme tel qu'un viol, qui est non seulement une effraction physique, bien évidemment, quelque chose qui se vit dans sa chair, mais aussi psychique. Et c'est pour ça aussi que les victimes de viol, pour survivre, elles ne le décident pas. C'est l'appareil psychique vit un tel trauma, une telle tension les personnes se dissocient souvent à ce moment-là. Il y a elles, il y a leur corps, et puis comme si elles étaient en dehors, qu'elles se contemplaient, que ça se passait en dehors d'elles. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois, dans les procès, aujourd'hui, heureusement, on en tient compte, mais des femmes disaient qu'elles ne se souvenaient pas, arrivaient pas à dire ce qu'elles avaient vécu. Or, la justice a besoin de faits. Et parfois, les femmes devant un tribunal, il y a déjà quelque chose de très anxiogène, n'arrivaient pas à mettre des mots. Comme si ça devenait, elles disaient, comme si elles avaient un blanc dans la tête, un vide. On sait aujourd'hui que ça correspond à une sidération. On le prend en compte. Mais malheureusement, il y a eu trop de femmes qui n'ont pas été entendues. Trop de victimes, je dirais. Vous en parlez de ça dans le cadre de votre thérapie, justement, parce qu'on voit bien que vous pouvez parler du reste et de l'alimentation, parce que c'est peut-être plus simple de parler de ça que de parler... C'est plus simple pour moi de parler des fois. Je sais pas, mais là, je me sens mieux tout d'un coup. On vous parle, je me sens soulagée, là. Vous voyez, j'avais un poids sur l'estomac, mais là, ça va mieux. Je retrouve le sourire, Oui. C'est bon signe, ça. C'est bon signe, Muriel, parce que ça montre que le fait de parler vous soulage. En fait, je me suis tellement tue, mais au niveau de ma famille, ne serait-ce que déjà au niveau de ma famille, au niveau de ce que j'ai vécu, de tout le temps, quoi. Et puis, pourtant, je suis une personne sociable, voilà, mais j'ai l'impression que, pour moi,
communiquer, c'était interdit au sein de ma famille. Enfin, il y avait des interdits, des tabous, il fallait pas parler, non, je ne dois pas savoir. Enfin, donc, je pense que ça m'a traumatisée, hein, ça aussi, faut pas croire. Puis j'étais en manque de repères. Moi, Oui. j'ai passé mon bac par correspondance quand même déjà. Pour Donc, quelle raison? Pour quelle raison? Bah, j'étais pas bien. C'est vrai que, enfin, déjà, effectivement, j'étais déjà très angoissée. Et mes parents me disaient, t'es angoissée, bon, écoute, va voir un médecin ou va en clinique psychiatrique, puis comme ça ira mieux, quoi. Ah, carrément? Dès l'âge de 18 ans. Ah oui. Oui, c'est un peu radical. Ouais. Vous dire d'aller voir un médecin, c'était bien. C'est-à-dire que c'était une façon de dire... Donc moi, je connais les psychiatres depuis l'âge de 18 ans, mais bon. Oui, c'est pour ça que vous êtes un peu réticente, vous dites ça. Parce qu'à 18 ans, vous avez vu un psychiatre? Oui. Pour vos angoisses? Oui. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai toujours vécu dans un contexte familial anxiogène aussi, donc ça, faut le savoir. Vous ne vous sentiez pas sécurisé pour pouvoir parler de l'intime? Non, moi j'ai toujours entendu des choses. Non, Muriel, tu n'auras pas le permis, tu n'y arriveras pas. Bon, la preuve, je l'ai eu, mais je l'ai eu tard. Bon, voilà. Mais vous l'avez eu. Donc, vous l'avez eu. 37 ans quand même. Et alors, jamais trop tard. Ça veut dire que vous avez persévéré, vous l'avez obtenu, c'est bien. J'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac par correspondance par le CNED. Chapeau, ça, parce que c'est. Voilà. Oui, chapeau, c'est pas facile. Le bac par correspondance, il a fallu sacrément vous accrocher. Oui. Mais bon, c'est vrai que c'est une voie marginale. Déjà, c'est vrai que j'étais quand même marginale de passer. Je me sentais pas bien. Mes parents, au lieu de me dire, va voir un médecin, prends des médicaments. Oui, qu'est-ce qui se passe, au moins, oui. Et puis, mon anorexie, ils l'ont pas vu, alors que je suis descendue à 42 kilos, ce qui était pas beaucoup quand même. Ils le voyaient pas. Comment ne peut-on pas voir sa propre fille perdre du poids, ne peser que 42 kilos, voire peut-être un peu moins? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse pas le voir, ça. Parce que déjà dans l'anorexie, il y a quelque chose qui fait partie de cette maladie, qui est la dissimulation. Alors c'est pas quelque chose de volontaire, mais en général, les jeunes filles, quand elles commencent à contrôler comme ça, à rationner, à ne plus s'alimenter, dissimulent quand même beaucoup à leur entourage, y compris dans leur façon de s'habiller plus large. Parfois certaines vont même jusqu'à cuisiner beaucoup, pour ce qui trompe un peu les choses. Elles font manger les autres, mais elles s'alimentent plus. Et au-delà de ça, il y a aussi il y a un déni souvent. C'est-à-dire que les jeunes filles sont dans un déni de leur souffrance, et le déni, il peut y avoir quelque chose de contagieux. Donc oui, il y a des parents qui ne s'aperçoivent pas parce que quelque part ils ont aussi, c'est inconscient tout ça, mais il y a un mécanisme de défense qui se met en place où on ne voit pas une réalité qui est trop douloureuse. Mais maintenant, je crois que je me sens beaucoup mieux. J'ai l'impression de revivre en fait, parce que j'étais tellement, j'ai l'impression que je ne vivais pas. Et maintenant, je dis pas que je vis à travers mes phobies, parce que c'est le moyen de prouver mon existence. Je sais pas si je devrais dire ça, mais je revis, quoi. Je me sens mieux, je me sens plus libérée. Enfin voilà. Tant mieux. Mais déjà le fait de, même quand vous dites qu'aujourd'hui vous arrivez à parler davantage, c'est signe que vous allez mieux. Mais finalement, votre anorexie, mais mieux, ça c'est vrai, d'où la différence. Oui. Mais votre anorexie, ça a été une façon aussi de parler. Vous ne pouviez pas dire, mais ça a été une façon, à travers ça, de dire « je vais mal ». Il y a quelque chose qui va mal, qui souffre en moi. Et vous savez, les troubles du comportement alimentaire, on les rencontre très fréquemment chez des jeunes femmes où on retrouve des histoires de viol ou des histoires d'inceste. Alors, j'en fais pas une généralité, évidemment. Il s'agit pas de dire que toute jeune fille souffrant d'anorexie ou jeune femme a été victime de viol. Ce serait complètement aberrant. Mais en revanche, on sait que ça fait partie des problèmes qui peuvent être derrière ça. Et les spécialistes sont vigilants par rapport à ça. C'est une façon, finalement, ce corps qu'on a meurtri, de s'en prendre à son corps, mais à travers ça aussi d'exprimer une souffrance qui peut pas se dire autrement. Parce que comme vous dites, Maria, il y a des familles où on peut pas dire qu'on souffre, qu'on est mal, qu'on est angoissé, où tout ce qui est de l'ordre de l'intime peut pas se dire.
Et elles sont plus fréquentes qu'on ne le croit, vous savez. Mais on peut aussi soit évoluer par rapport à ça. Ce que vous avez fait d'ailleurs, c'est-à-dire que malgré toutes ces barrières qu'on mettait en travers de votre route, où on vous disait que vous étiez incapable, vous avez réussi à passer votre permis. C'est terrible de l'entendre, hein, vous imaginez? Oui, parce qu'on finit par le croire. Maintenant, c'est encore une résonance, ce qui n'est pas normal vu mon âge. Je ne sais pas si est-ce qu'on peut dire que c'est normal qu'il y ait encore une résonance, parce que c'est vrai que par moment, malheureusement, à mon travail, je le montre que j'ai pas confiance en moi, et ça, je le travaille, parce que ça se travaille, la confiance en soi. Mais si ça transparaît, c'est jamais bon pour un employeur. Hein, bon, je dis pas que je vais perdre mon travail pour ça, non, mais je veux dire... Non, mais vous avez raison, dans le monde du travail, il vaut mieux éviter de se montrer fragile, je suis d'accord avec vous, et montrer que c'est vrai. Le problème, c'est que je suis sensible, susceptible, tout ce que vous voulez, donc ça... C'est bien de le savoir, et c'est pas un défaut, et c'est pas une honte. Si c'est un défaut quand c'est en excès, si c'est un défaut, ça je le fais très bien. La sensibilité est pas un défaut, ça peut rendre la vie difficile, mais il faut jamais oublier que c'est une qualité. Ça peut rendre la vie difficile, et quand on est hypersensible, évidemment souvent on est susceptible parce que tout nous blesse, la moindre remarque, la moindre on peut s'effondrer, mais il faut pas oublier que c'est aussi une ouverture quand même aux autres, malgré tout, et à soi, c'est-à-dire une façon de percevoir le monde. Donc je sais bien que dans le monde du travail, c'est pas les vertus qu'on met en avant, mais pour autant, il faut pas penser que la sensibilité est un défaut. Au contraire, bien au contraire. Oui, mais moi, par exemple, Caroline, je rebondis sur quelque chose. Je suis en train de travailler sur l'affirmation de soi avec ma psychologue, parce que je pense que ça... je pense que c'est une façon d'aller mieux quand même, hein, de se dire c'est vrai que tout le manque de confiance que j'ai pu effectivement avoir du fait que d'un contexte familial comme je vous disais anxiogène, maintenant effectivement j'ai envie de travailler la confiance en moi, effectivement vous avez raison. elle se gagne avec ma psychologue, et puis l'affirmation surtout de soi. Elle est au courant de votre histoire? Oui. D'accord. Oui. Mais enfin, je viens de changer de psychologue parce que malheureusement, le psychologue a déménagé, ailleurs. D'accord. Je viens de changer, et ça, c'est un petit peu difficile de changer parce qu'on a l'impression de recommencer à zéro. Oui, c'est vrai. On ne recommence pas à zéro. Non, vous avez raison, on recommence pas. C'est une continuité, en fait. Oui, le travail que vous avez fait, il n'est pas perdu, bien évidemment. Non, il n'est pas perdu. Mais c'est vrai que, évidemment, on confie quelque chose de tellement intime, ce qu'on ne fait pas dans la vie courante. On a tellement peur de se montrer vulnérable et fragile, alors que là, c'est un lieu où on peut le faire sans difficulté parce qu'il n'y a pas de jugement. Et au contraire, il y a quelqu'un qui vous accompagne pour vous aider à aller mieux, et surtout à prendre conscience de vos compétences, de vos aptitudes, plutôt que de toujours ressasser vos manques. Donc, mais c'est vrai ça met du temps, une relation de confiance aussi, donc y compris avec un thérapeute. C'est là où est la nouveauté. Mais un regard aussi nouveau et différent sur soi peut parfois être intéressant. Ça m'apporte énormément. Hein. Puis j'ai besoin, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de parler énormément. Je me suis tellement... on m'a pas coupé la langue, mais c'est tout comme. C'est-à-dire que j'ai tellement été... je ne parlais plus, quoi. À un moment donné, je ne parlais plus, je communiquais plus, je me suis recroquevillée complètement. J'étais coupée du monde. C'est vrai que, à un moment donné, je travaillais pas. Enfin, j'ai mis longtemps à trouver ma voie, aussi au niveau du travail. Donc maintenant, ça va, Dieu merci, j'ai trouvé ma voie. C'est bien. Vous aimez votre travail? Moi, j'adore mon travail. C'est super, ça. C'est super parce que là, pour le coup, vous dites la confiance en soi, ça aide, ça. D'être épanoui. Je suis un peu trop dans l'empathie parfois, mais bon. C'est important, c'est aussi une qualité. Je dis pas que ça rend les choses faciles parfois, mais vous savez, est-ce qu'il vaut mieux être une carapaçonnée, blindée, plus faire attention? En fait, je suis un peu à deux facettes. En fait, je suis une battante. J'ai deux facettes, c'est-à-dire que parfois je me dis que je me laisse submerger par mes phobies qui m'ennuient perpétuellement, qui peuvent m'ennuyer perpétuellement au quotidien, voire pas au quotidien, et je me bats. Voilà.
Mais est-ce que aujourd'hui vous en avez parlé à vos parents de ce qui s'est passé, de ce viol à 22 ans? Oui, quand j'en ai parlé il y a 8 ans, j'ai eu « Ah bon ?» C'est tout. Ça n'a pas fait ni chaud ni froid. Oui. C'est incroyable. Ah bon, c'est ça qui est... Oui. Et vous leur avez il y a eu un silence, je sais plus, ah bon, oui, c'est tout. De votre mère, de votre père n'était pas présent, lui? En fait, j'en ai parlé séparément. Une fois à mon père et une fois à ma mère. Oui. Et non, il n'y a pas... Ma mère, il n'y a pas eu de réponse. Je ne sais pas l'absence de réponse, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier une forme d'impuissance. Ça peut signifier, vous savez, on le dit parfois, on reste sans voix devant quelque chose qui nous bouleverse. On n'a pas toujours les mots. On peut être un peu sidéré, finalement. Et je ne connais pas vos parents, mais pour des parents, apprendre des années plus tard que leur enfant a subi ça et qu'ils sont passés à côté... Ils ont vu ma souffrance. C'est terrible, oui. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas entendu. Ils ont vu, mais ils ne pouvaient pas forcément imaginer à quoi c'était dû. Parce que je pense qu'en tant que parent, on ne peut pas imaginer ça pour son enfant. Oui, mais je vais dire des choses qui sont dures. C'est des parents qui ne sont pas à la hauteur d'être des parents. Voilà. Mais vous avez le droit de le dire. Hein. J'ai le droit de le dire. Je fais peut-être un jugement. Mais j'aimais peut-être un jugement. Oui, ils n'ont pas été protecteurs avec vous. Vous n'avez pas été... C'est bien. Non, du tout. Je reçois un petit message de Cathy qui dit autour de l'anorexie, au fait de se rendre comme ça de plus en plus menu, frêle, au point de, elle dit presque d'être invisible. C'est aussi une façon d'attirer le regard. Elle a raison, Cathy. Un appel vis-à-vis de l'extérieur. Et elle dit que vous vous exprimez avec beaucoup d'intelligence et de lucidité. Elle relève, vous avez dit je ne parlais plus mais j'ai trouvé ma voix. Elle dit vous êtes extraordinaire, bonne route à vous. C'est joli. Ah ouais, non mais ça me touche énormément parce que j'ai envie de pleurer presque, mais bon. Non. C'est compliqué à la radio, mais il faut pas retenir non plus ces émotions. Je pense que vous ressentez les choses, l'émotion que j'ai à travers ma voix, je pense. Oui, on entend beaucoup, on sent beaucoup les choses, bien sûr, à travers la voix. Oui. Je suis une personne très émotive et ce soir, je vous ai appelé parce que, j'ai éprouvé vraiment, ça faisait plusieurs fois que je vous appelais. Et enfin, vous avez sélectionné mon appel. Je vous remercie énormément. Énormément. Vous pouvez pas imaginer combien ça me fait parce que vous plaisir. Aviez laissé plusieurs messages, c'est ça, oui. Et vous n'aviez pas été rappelé jusqu'à présent par Paul et Amandine. C'est pour ça que vous les remerciez. Je vous en veux pas parce que vous avez beaucoup d'appels. Il y a beaucoup d'appels. Vous pouvez pas sélectionner tout le monde, vous pouvez pas satisfaire tout le monde. Mais c'est important de dire que ça permet de dire parce que parfois certains renoncent. Là aussi, vous êtes une battante. Vous avez insisté. Dire mais moi je veux m'exprimer. J'y crois toujours. Mais vous avez bien fait. Ouais. Parce que vous savez, parfois certaines personnes se sentent tellement mal, se sentent tellement nulles. Elles ont l'impression, elles appellent une fois. Je le sais, ça malheureusement, on en a conscience. Elles appellent une fois, puis ce soir-là on peut pas les passer, et puis elles rappellent plus. Et je me dis derrière tout ça, c'est terrible parce que elles peuvent penser, comme vous dites, pour reprendre votre mot, j'ai pas été sélectionnée. En fait, mon histoire les intéresse même pas. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est que, comme vous dites, il y a beaucoup d'appels et que Paul et Amandine font tout leur possible. Et vous avez bien fait d'insister. Parce que vous voyez, vous êtes là ce soir et c'est important de vous entendre. Et d'ailleurs, il y a Tiffaine qui est avec nous au 39-21, qui je crois jusqu'à présent vous a écouté très attentivement et qui avait envie de vous parler. Ah bah c'est gentil. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir. 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 Moi j'ai pris votre témoignage en cours puisque du coup j'ai pris la route à ce moment-là et en fait je me suis plus ou moins reconnue en fait dans votre parcours, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où mon père travaillait énormément et le week-end ils avaient des activités donc je le voyais très peu. Une maman dépressive à un point qu'on imagine très peu, avec de l'alcool, des médicaments, des tentatives de suicide et compagnie. Et en fait, entre 14 et 16 ans, j'ai été violée moi par mon meilleur ami. Je me suis renfermée aussi. Alors, j'ai pas eu d'anorexie, je suis pas partie là-dedans. J'ai fait des tocs de grattage en fait. Tout ça, ça a été découvert quand j'ai eu... Oui, d'accord. Vous grattiez au sang, quoi, la peau.
Ah oui, c'est ça, je me faisais saigner, il fallait que ça saigne. Oui, c'est proche, enfin parfois certains se scarifient, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Et en fait, ce que je voulais lui dire, c'est de surtout ne jamais lâcher. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari assez jeune. Elle vous écoute, hein, Muriel, Ouais, je suis attentive, je vous écoute. Faut surtout continuer à se battre et tant que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un et d'en parler, faites-le. Moi, je l'ai arrêté assez tôt. J'ai dû consulter à peine 2 ans. On m'a envoyé vers une pédopsie alors que j'avais quasiment 18 ans et ça m'a servi un petit peu. Mais j'ai eu la chance de rencontrer mon mari. En fait, j'avais 17 ans et demi. Oui. Et en fait, je pense que pour moi, c'est lui qui m'a sauvée, en fait. Il a eu énormément de patience avec moi. J'étais rendue à être très impulsive, très agressive. Mon côté intime, ça a été très compliqué dans les débuts aussi. Ah oui. Et un jour, vous allez trouver quelqu'un qui aura cette patience avec vous et avec qui vous vous sentirez bien. Ça sera peut-être pas facile tous les jours, notamment au début, et avec de la patience et l'envie en fait d'être ensemble. Forcément, ça marchera et ça viendra à un moment donné. Oui, mais je suis pas dans une recherche, moi justement. Je cherche pas du tout quelqu'un. C'est ça qui est étonnant. Je n'éprouve pas le besoin. Alors, je vais pas me dire si c'est normal ou pas. Qu'est-ce que la normalité d'ailleurs? Il n'y a pas vraiment de normalité, je pense, dans ce genre de situation. On est comme on est, on prend la vie comme il faut la prendre. Je pense que je suis en phase de reconstruction. Oui, quoi, peut-être que pour le moment, vous vous occupez de vous et que vous êtes dans cette redécouverte de vous-même, un peu une forme de renaissance, d'affirmation de vous-même, et que du coup, pour le moment, vous n'êtes pas dans cette recherche d'un autre parce que vous êtes dans cette recherche intérieure et que ça vous accapare à temps plein. C'est une bonne chose. Et à un moment, il peut se passer quelque chose d'une rencontre, comme vous le dites, Tiffaine, vous avez eu la chance de rencontrer un jeune homme qui a croisé votre chemin, qui est devenu votre mari et qui vous a aussi beaucoup aidé dans ce parcours de reconstruction. Et vous avez raison de dire que le regard, évidemment, aimant d'un homme, tendre, attentionné, pour quelqu'un qui a subi un tel traumatisme et une force extraordinaire. Ah oui, parce que j'étais au fond du trou. Enfin, moi, j'ai pris des coups au passage pour parfois pas grand-chose, parce que mon père avait la main lettre, mais ma mère, dans des états pas possibles, l'avait aussi. J'avais pris mes affaires 3 fois en travers de la tête en me disant dégage de la maison. J'avais 15 ans. Ils m'ont pas mis dehors. Au final, ça s'est réglé. Mais j'en ai vraiment vu des vertes et des pas mûres. Et le fait de l'avoir rencontré jeune m'a énormément aidé. J'ai eu énormément de chance là-dessus. Oui. Ça, je veux bien croire, oui. Quand mes parents ont été au courant des viols, alors en fait, moi, j'avais pas ce terme-là dans la bouche au départ. C'est un médecin, un chirurgien, parce que j'ai fait une péritonite. Et quand on m'a demandé si j'avais eu des relations sexuelles, en fait, peu de temps avant, il s'est avéré qu'on avait eu notre première relation avec mon mari. Moins de 15 jours avant, et en fait c'est à ce moment-là que j'ai commencé à tout sortir. Et là j'ai dit au médecin, on m'a forcé, et il m'a dit en fait on appelle ça un viol. Et c'est important de nommer les choses, parce que vous avez raison, Tiffaine. Beaucoup de personnes, et notamment quand ça se passe très jeune, n'ont pas les mots, ne nomment pas. Et c'est important à un moment aussi. La réalité, elle existe aussi quand on nomme les choses. C'est important aussi, une étape. Le truc, c'est qu'en fait, ce garçon-là était à l'époque mon meilleur ami. Tout le monde nous voyait mariés avec des enfants. Son père nous surnommait cul et chemise à cette époque-là. C'était assez marrant, entre guillemets. Et en fait, ses parents et les miens, c'était les meilleurs amis. Nos 2 pères chassaient ensemble. Voilà. Et quand mes parents ont su ça, ils n'ont pas bougé le petit doigt. C'est terrible pour vous, parce que vous étiez absolument, c'est extrêmement angoissant, parce que ceux qui sont censés vous protéger ne bougent pas. Mais il y a eu même pire, en fait, c'est que mes parents continuent à me donner ces nouvelles. Oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui, comme s'il il ne voulait pas entendre, il se protège, il y a un déni, c'est pas grave, c'est des histoires de gamins, il n'a pas dû la violer. C'est un peu l'idée, puis comme je suis quelqu'un assez, à cette époque-là, surtout très garçon manqué, tout ce qui était
sport de garçon, donc sport mécanique, le foot. Enfin voilà, je partais dans des métiers d'hommes au niveau d'orientation, puisque je sais pas si vous me connaissez, mais j'ai appelé il y a un mois et j'ai été 14 ans dans le bâtiment. Ah oui, oui, en effet, oui. Voilà. Et en fait, voilà, donc j'ai toujours été dans un milieu de garçons et mes parents m'ont toujours considéré comme relativement costaud. J'avais une sacrée carapace. Enfin, pour eux, Oui, mais c'est très dommageable pour vous parce que vous n'avez pas été protégé à ce moment-là. On a complètement banalisé les choses. Ouais. Et dommageable aussi pour ce garçon parce que lui aussi aurait besoin d'un suivi. C'est-à-dire qu'on commence pas sa sexualité en obligeant l'autre à avoir des rapports sous la contrainte. C'est très anxiogène. Ouais. C'est aussi dans un cadre très très particulier parce que il n'y avait pas de violence. En fait, je pense qu'il savait que j'étais faible à ce moment-là et il a juste trouvé comment s'y prendre et j'avais beau le supplier d'arrêter. Vous avez quand même à un moment dit d'arrêter, il l'a pas fait. Et c'est compliqué pour un jeune garçon, puisqu'il avait le même âge que vous, de démarrer avec cette image de lui-même, avec cette idée de la sexualité. Donc il aurait été important, il ne s'agit pas de le diaboliser et de dire que toute sa vie, ça fera de lui un violeur. Justement, pour sortir de ça, il aurait été important que lui aussi soit accompagné. Ouais, mais toujours est-il. Enfin, voilà, mais évidemment, pour protéger les faux semblants, c'est pas les faux semblants justement, c'est la réputation, le qu'en dira-t-on des uns et des autres. On protège les relations sociales. On est dans le même village, on est amis, on tait les choses. Et à quel prix? Je l'ai même retrouvé après par la suite parce on partait sur la même orientation en fait, où j'ai retrouvé dans le même CF1, on s'est retrouvé dans la même classe pendant pratiquement un an. Donc voilà, mais voilà, le truc que je voulais dire à Muriel, c'est surtout qu'elle profite de leur vie en fait, qu'elle ne se renferme pas. On n'a qu'une seule vie et vraiment faut en profiter. Et aujourd'hui, c'est une petite fille que vous avez? Oui, j'ai une petite fille qui a 2 ans, oui. C'est ça, d'accord. Et du coup, j'ai suivi vos conseils, j'ai levé le pied très sérieusement. Oui, et, vous avez raison. Oui, je suis en vacances dans une semaine, j'ai hâte. C'est bien, c'est bien. Il faut vous reposer, ne pas exiger trop de vous, et puis vous verrez peut-être que ce deuxième bébé s'annoncera comme ça, quand vous serez moins focalisé dessus. Il pourra pas s'annoncer comme ça, faut qu'on passe vraiment par des inséminations. Mais vous verrez. Pour le moment, il est important, là, vous étiez un peu dans une course en avant, mais où je comprends mieux au vu de votre histoire, où vous exigiez beaucoup de vous aussi. C'est qu'on a toujours énormément exigé de moi et je me suis toujours mis cette pression en fait d'avancer et de ne pas reculer en fait. J'ai un très très bon ami qui me dit si on a des rétro dans une voiture, c'est pour regarder derrière, mais surtout voir ce qui est, c'est passé, on reviendra pas dessus quoi. Donc, oui, mais il y a un passé qui ne passe pas et quand il y a un tel traumatisme, ça passe pas. Hein. Ça passe pas si à un moment on se penche pas dessus ou en tout cas ça ressurgit sous forme de symptômes et vous nous en parliez Muriel avec cette histoire de phobie alimentaire qui sont la surface immergée de l'iceberg. Votre anorexie à ce moment-là, elle est venue dire quelque chose que vous ne pouviez pas dire. Vous n'aviez pas d'autre choix. Vous pouviez pas dire parce que vous saviez que vous ne serez pas entendu. C'est ça. Et là où je me retrouve en fait quelque part, c'est qu'elle est partie dans l'anorexie. Moi, je suis partie dans les tanks de grattage parce que ça a commencé en fait très jeune. Mais ça, tout ce qui touche au corps chez des jeunes filles, je vous le dis, on retrouve souvent des antécédents malheureusement de ce type. Et en tout cas, les professionnels qui s'occupent d'ados comme ça en détresse l'ont en tête. Je reçois un petit message pour vous deux, Muriel et Tiffaine, de Sergio qui dit « J'ai pas les mots, hein. Je sais pas quoi vous dire, mais je vous embrasse très fort. » Un message de Sergio. Tiffaine, on vous laisse peut-être le mot de la conclusion, le mot de Muriel, je voulais dire, le mot de la fin. Non, mais il faut se battre dans la vie, même si mon contexte familial n'a pas été exceptionnel. Je crois qu'il faut que je me fasse confiance. Je vais pas dire que je me fasse violence parce que là j'ai connu, donc je vais pas redire ça. C'est pas bien que je le dise, mais que je puise une énergie parce que j'ai vécu des choses difficiles. Et je pense que maintenant, je suis un peu plus en paix. C'est pas fini, mais je suis sur la voie de la guérison. Oui. Et puis, j'aime la vie, quoi. C'est l'essentiel, c'est important déjà, c'est important, on l'entend. Et je vous la souhaite la plus belle possible, ma chère Muriel. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et ça a été vraiment beaucoup d'émotions. Merci Paul, merci Amandine.
Merci Europe 1. Voilà. Merci à vous, Tiffaine. Un petit message, de Pioup qui dit un petit salut amical à Tiffaine. Il se souvenait de vous dans votre témoignage. Bon courage à vous dans vos activités de jeune maman et pour votre travail. Et puis il ajoute bravo à Fifi pour son endurance, parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup dormi, l'ami Fifi, cette nuit. Je vous embrasse toutes les deux. Au revoir. Merci Au revoir. Caroline. Au revoir Caroline. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Clémence. Oui, bonsoir Caroline. Quelle est votre chanson préférée, vous, de Johnny? Oh, il y en a beaucoup, mais il a eu... J'ai un peu, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu émue d'être à l'antenne. Bien que je vous écoute tous les soirs, voire je suis fidèle à Europe 1, même jusqu'à tard le matin. Ouais, merci beaucoup alors de votre fidélité. Et aujourd'hui, ça a été une journée difficile, hein, en fait, hier, comme tous les soirs, je vous ai écouté. Je crois qu'il devait être 3h30 quand j'ai entendu... Oui, c'est tombé vers aux alentours de 2h40, 3h, ça a commencé. Oui, voilà, j'ai un réveil que j'avance, donc je ne sais pas exactement l'heure, je sais à peu près. Mais je veux dire, donc ça m'a... Forcément, ça réveille aussi ses propres pertes, ses propres... bien sûr. Sa propre vie. Oui. Ben oui. Et forcément, on est submergé par l'émotion. Et là, donc, j'ai... Vous avez écrit quelque chose, non, c'est ça? Vous vouliez partager ce qui vous était venu? Vous avez éprouvé le besoin d'écrire? Oui, j'ai écrit avec mon cœur, ce que j'espère, peut-être, je sais pas. On vous écoute? On vous écoute? Essayer d'apporter un petit peu de réconfort. Bon, j'ai pas l'occasion de joindre sa famille, parce que j'ai qu'un téléphone fixe, donc peut-être ça peut apporter un petit quelque chose. Vous pensez à ses proches, bien sûr. Bien sûr, on vous écoute, Clémence. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là. C'est eux les plus malheureux, je veux dire. Bien, ça c'est certain, évidemment. Donc voilà, j'avais écrit, je n'étais pas spécialement fan à ce point, mais je reconnais l'homme, sa fragilité, sa voix, son talent. Beaucoup de belle musique, paroles sublimées par sa voix. Quasiment toutes des tubes qui chantent et chanteront encore dans notre mémoire et notre cœur, après lui encore et encore, toujours. Il est des jours où l'on n'aimerait pas qu'une autre journée se lève, alors qu'elle sonne le glas de la vie de celui ou celle qu'on aime. Il ou elle ne verra plus la rosée du matin, ne sentira plus le soleil du jour, mais comme un apaisement, plus de nuit, de froid, plus de souffrance non plus. Comme chante Céline Dion, ce n'était qu'un rêve, ou plutôt un cauchemar, ou les deux à la fois. Car on va tous mourir, connus ou anonymes. La vie n'est qu'un souffle, comme une bougie dont la flamme brûle et qui va en diminuant, jusqu'à finir par s'éteindre. Johnny a su allumer le feu de sa vie, mais il n'était d'abord et avant tout un être humain, donc mortel. Mais l'œuvre de sa vie, elle est éternelle et elle n'est pas près de mourir. Allez, on se quitte avec Johnny Hallyday. J'ai oublié de vivre, lui qui a vécu si intensément et avec tant de passion. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit malgré tout, qu'elle vous soit douce, et puis je vous dis à ce soir, bien sûr, dès 22h30.